tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Et on va le faire avec notre invité du jour. C'est Pascal Perrineau. Bonjour, bienvenue pour cette première. Vous êtes politologue, professeur émérite à Sciences Po et vous allez nous aider à y voir clair dans cette rentrée politique chargée et bien compliquée. Durant ces 2 heures, nous recueillerons aussi les réactions de plusieurs sénateurs en direct de la salle des conférences. Ici même, au Sénat, ils seront au micro de notre journaliste Tam Tranui qui nous attend. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club, c'est nouveau. 3 intervenants qui ont des choses à nous dire, à vous dire. Quentin Calmet pour l'actu politique. Bonjour Quentin, vous nous parlez aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est l'une des affaires politico-médiatiques du moment. Dans le club également, Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Marie. Bonjour, je ne vais pas vous parler du Brexit, Rebecca, mais de notre mode de vie européen. Vous aurez 1000 fois l'occasion de nous parler du Brexit une autre fois. Et puis Marie-Pierre Bourgeois qu'on accueille dans ce club pour les livres politiques. Bienvenue à vous Marie-Pierre. Bonjour Rebecca, aujourd'hui on va parler du Baron Noir, du vrai, pas celui de la série. Ça donne envie. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur les grands sujets qui vont occuper l'exécutif et les parlementaires dans les semaines à venir. Et le premier d'entre eux, c'est la grogne sociale. Après la RATP, les professions libérales affichent leur mécontentement contre la réforme des retraites. Le texte n'est pourtant pas bouclé, nous dit l'exécutif. Alors pourquoi est-ce que ça grogne déjà? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. C'est le nouvel hashtag de l'émission, notez-le bien. Allez, on commence avec la rentrée politique du Rassemblement national hier à Fréjus. La stratégie du parti est très claire, cap sur les municipales et ouverture à d'autres thèmes que l'immigration. On va analyser cela avec vous dans un instant, Pascal Perrineau. D'abord, le reportage de Marie Brémaud avec Héloïse Grégoire et Louis Duménil. Pendant que certains prolongent les vacances et profitent de l'été indien, d'autres font donc leur rentrée. Autour de Marine Le Pen, c'est à huis clos que les élus et les cadres du Rassemblement national définissent la stratégie pour les mois à venir. Il faut surtout... vous faites des groupes de 6 pour ce soir pour les bungalows. Juste à côté, les jeunes de Génération Nation se retrouvent autour de celui que le parti érige en modèle. L'eurodéputé Jordan Bardella est ici incontestablement la star. Je suis un peu un fan de Jordan Bardella, je l'ai suivi dès le départ, c'est lui qui est à la base de mon engagement. Cette rentrée sur le papier s'annonce pleine de promesses au vu du bon score enregistré par le RN aux élections européennes. Chaque scrutin doit permettre à notre famille politique d'accrocher un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet. Et le sommet, vous le savez, c'est l'Élysée. Mais d'abord, cap sur les municipales de mars 2020. Et cela n'a rien d'anodin si le rendez-vous de la rentrée se passe à Fréjus, municipalité remportée par David Racheline en 2014. Le maire RN espère susciter des vocations, car dans ce scrutin local, la difficulté, c'est aussi de trouver des candidats. En tout cas, on essaye de faire en sorte que nos jeunes s'impliquent au maximum, car nous croyons déterminant qu'ils puissent s'investir dans les campagnes municipales. J'ai eu l'occasion de démontrer qu'on pouvait être maire jeune. J'espère que dans cette salle, il y a de futurs maires. C'est important pour notre mouvement, oui, bien sûr, et pour les territoires, parce qu'il y a beaucoup de rénovations à faire dans nos territoires, en effet. Personne ne veut afficher d'objectifs chiffrés pour les municipales qui restent un scrutin compliqué pour le RN. Mais tout le monde ici espère mieux faire que les 14 mairies conquises il y a 6 ans. Et allons plus loin avec Pascal Perrineau, notre invité du jour. Bienvenue. On vient de voir cette stratégie de Marine Le Pen pour les élections municipales. On voit qu'elle continue de surfer sur le mouvement des Gilets jaunes. Elle a raison, finalement, elle est le relais politique de ce mouvement. Surtout, elle a depuis maintenant plusieurs mois le statut de première opposante. Jusqu'à maintenant, jusqu'en 2018, c'était Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui étaient considérés par une majorité de Français comme étant l'opposition crédible. Ça n'est plus le cas. La victoire aux européennes a propulsé à nouveau le Rassemblement national au premier rang. Et maintenant, Marine Le Pen bénéficie de ce statut de première opposante. Et puis, elle est en train de mettre en place une stratégie remontante du local au national. Elle l'a bien dit. Il va falloir en effet que le Rassemblement national, et ça ne sera pas forcément chose aisée, remporte toute une série de communes et de communes significatives. Certains parlent de Lens, de Calais, de Liévin, des villes
villes qui ne sont pas... Plutôt moyennes. Voilà, des villes plutôt moyennes. Parce que quand vous regardez les scores électoraux, en particulier aux européennes, vous apercevez en effet que plus vous descendez vers les communes de 3500 habitants, c'est-à-dire des petites communes, plus le Front National est présent, plus on est dans l'univers des grandes métropoles, moins le Rassemblement National est présent. Donc il faudra qu'il remporte des dizaines et des dizaines, pour qu'il soit visible politiquement, de communes aux alentours de 9000, 10 000 habitants. Ce qui a frappé notre reporter qui est ici présente, je vais parler pour vous, Marie Brémaud, c'est aussi que le RN semble s'ouvrir à d'autres thèmes que l'immigration, et ça c'est un peu nouveau, et notamment à l'écologie. Alors on sait que c'est tendance pour les partis politiques aujourd'hui de parler d'écologie, c'est très nouveau pour le RN. Oh, il l'a déjà fait dans le passé. Dans le passé, on a eu à plusieurs reprises, comme pour d'autres forces politiques, comme ça, un prurit écologiste qui les saisit. Il faut dire qu'il y a eu la très bonne performance de la liste écologiste aux européennes, et que maintenant, une formation politique qui prétend à un destin national doit absolument aborder ce dossier, parce que aussi dans l'opinion, c'est devenu un des premiers dossiers, et l'on sait que les communes, le pouvoir communal a une certaine marge de manœuvre sur cet enjeu écologiste, et elle ne se trompe pas d'enjeu. L'enjeu est bien un enjeu municipal, et parfois, surtout dans ces petites ou moyennes communes, l'enjeu de l'immigration, par exemple, n'est pas un enjeu important. Avec ce concept mis en avant, Pascal Perrineau, du localisme, qui permet une double lecture. Oui, ce concept du localisme, il y a aussi un autre concept qui est apparu dans le jargon, qui est le concept d'inondation, c'est-à-dire à partir de pôles forts, s'efforcer d'inonder de la manne du Rassemblement national les communes qui sont dans la périphérie. Et le modèle retenu, c'est Hénin-Beaumont. En effet, on a vu à partir d'Hénin-Beaumont des cantons autour d'Hénin-Beaumont gagner aux dernières départementales, et puis ensuite des circonscriptions. Pascal Perrineau, vous restez avec nous, on va continuer de parler politique. On accueille à présent le club d'Allons plus loin. Et dans le club aujourd'hui, je vous le disais, nos trois journalistes, Quentin Calmet, Marie Brémaud, Marie-Pierre Bourgeois, bienvenue à tous les trois. Quentin, on va commencer avec vous. Vous nous parlez de Jean-Luc Mélenchon, puisque lui aussi, il fait l'actu cette semaine. Oui, tout à fait. Son procès commence ce jeudi. Son procès à lui et à 5 de ses proches. Ils comparaissent pour acte d'intimidation envers l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, pour contrecarrer cette actualité défavorable, il lance ces jours-ci la grande contre-offensive médiatique avant son procès. L'acte 1, c'était jeudi dernier. Il avait réuni alors les journalistes à son retour d'Amérique latine afin de se lancer dans cette grande tirade, 40 minutes de discours alors. Et déjà, il dénonçait, je cite, une procédure exceptionnelle. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'était donc jeudi dernier. Nous sommes poursuivis pour des raisons politiques. Il s'agit d'essayer de nous détruire. Nous, par le dénigrement permanent et des condamnations, que je mets au défi qu'on prononce contre moi, voilà, c'est de la politique de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. C'est un procès politique. Et donc, nous allons y répondre politiquement. Deuxième étape de cette contre-offensive médiatique. Ce week-end, dans le JDD, la une était même consacrée au leader de la France Insoumise. Et vous allez le voir, il dénonce une dérive autoritaire en France. Il parle de son procès comme d'une bataille politique. Il y avait même l'expression non pas de justice, mais de guerre politique. Ouais, les termes sont forts à chaque fois. Les termes sont très forts. Ils sont répétés tout au long de l'interview. Il ajoute que ce procès qui se tient jeudi et vendredi, c'est une mise en scène qui précède un meurtre politique. Les mots là sont vraiment extrêmement fort, et beaucoup d'attaques envers l'institution judiciaire, mais aussi envers la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Il lui reproche l'absence d'enquête sur la violation du secret de l'instruction, la ministre ayant peur selon lui de ce qui pourrait se passer quand elle quittera son ministère. Et elle a répondu. Voilà, exactement, elle s'est sentie obligée de répondre. C'était hier soir auprès de nos confrères d'RTL. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont absurdes. Ils sont même indignes, non pas me concernant, puisque ce n'est pas une difficulté, je vous répondrai dans quelques instants, mais en ce qu'ils attaquent les magistrats et en ce qu'ils mettent en cause et leur probité et leur indépendance. Les propos de meurtre politique sont inacceptables. La justice n'est pas instrumentalisée à des fins politiques.
Voilà pour la réponse de la garde des Sceaux. Mais la stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon, elle continue encore aujourd'hui. Tout à fait. C'était cet après-midi sur les comptes Facebook et Twitter de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, sur de courtes vidéos, il note l'incroyable débauche de moyens en force de police pour mener la perquisition. Il rappelle le lien entre magistrats du parquet et la garde des Sceaux, avec un paradoxe. La ministre serait à la fois trop laxiste avec les magistrats, elle n'ouvre pas ses enquêtes pour les fuites dans la presse, et en même temps, elle est à la manœuvre pour instrumentaliser le parquet. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette stratégie, Quentin ? Eh bien, ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, les procédures judiciaires, elles se multiplient dans la classe politique. Sylvie Goulard, Patrick Balkany, Jean-Marie Le Pen ou encore Richard Ferrand, ils font la une de l'actualité pour cette actualité judiciaire. De quoi douter d'un quelconque acharnement sur telle ou telle formation politique, mais plutôt d'y voir une manœuvre de diversion. Et c'est aussi ce que note un éditorialiste de La Voix du Nord. Je voulais terminer en vous lisant ce qu'il dit ce matin dans La Voix du Nord. C'est Jean-Michel Bretonnier. Il dit « Jean-Luc Mélenchon cherche à travers cet abord outrageusement politique du procès à sortir par le haut d'une séquence qui lui aura valu une lourde chute d'image. C'est d'abord son mouvement qu'il doit tenter de reconquérir parce que ses propres camarades ont bien mesuré le coût électoral de ces scènes de fureur où le leader s'était noyé dans son ego. » Pascal Perrineau, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui lance une vraie offensive médiatique depuis plusieurs jours ? C'est à double tranchant, finalement, ça pourrait être... Oui, bien sûr. Surtout qu'il y a déjà quelques mois, il avait adopté la même stratégie qui est au fond une stratégie de victimisation et ça ne lui avait apporté strictement rien, tout au contraire. Il avait connu, on en parlait tout à l'heure, une chute dans les sondages d'opinion redoutable. Lui qui s'était imposé comme l'opposant en chef est devenu un second rôle, sinon un troisième rôle de la vie politique. Il est frappant qu'aux dernières élections européennes, la liste de la France Insoumise a fait un score mais tout à fait médiocre. Un peu plus de 6% des suffrages exprimés. On dit souvent qu'on n'est jamais mort en politique, finalement. Est-ce que ce ne serait pas le contre-exemple, Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr, on n'est jamais mort, mais on peut aussi avoir une vocation suicidaire. Vous savez, à force de répéter les mêmes stratégies qui sont des stratégies perdantes, on peut s'enfoncer soi-même et enfoncer son propre parti. Surtout que cette stratégie de victimisation, disant au fond je suis victime d'un procès politique, elle rencontre très vite en termes d'opinion une limite. Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand qui est dans le premier cercle d'Emmanuel Macron, sont dans l'orbite de la justice. Donc on ne voit pas très bien pourquoi cette justice serait politique pour Mélenchon et pas politique pour les autres, vous voyez. Et vous allez commenter une actualité européenne puisque le club continue avec Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Et alors Marie, aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler du Brexit. Eh bien non. Mais pourquoi ? Eh bien non, mais que se passe-t-il ? Certes, il y a eu un déjeuner entre le chef du gouvernement britannique Boris Johnson et le président actuel de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, mais il n'en est pas sorti grand-chose. En gros, ils en ont conclu qu'il fallait approfondir, intensifier les discussions. Voilà, donc le Brexit s'est évacué. Une autre fois. Je vais plutôt vous parler de ce qui suscite la polémique et le débat depuis plusieurs jours. Un commissaire chargé des migrations et de la protection du mode de vie européen. La semaine dernière, on découvrait les visages et les portefeuilles de la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen. Et c'est donc le portefeuille du commissaire grec Margaritis Chinas qui a suscité un tollé, parce que c'est un commissaire conservateur en charge de la protection de notre mode de vie européen. Tollé à gauche, qui dénonce un lien entre migration et notre mode de vie européen, alors qu'évidemment, à droite de la droite, eh bien, on s'en réjouit. Écoutez donc l'eurodéputé du Rassemblement national, Philippe Ollivier, que nous avons interviewé ce week-end. L'Union européenne reconnaît que l'immigration est un problème majeur et une victoire idéologique parce qu'il reconnaît que la Commission reconnaît que finalement l'immigration pèse sur le mode de vie des Européens. Donc c'est une belle victoire. Nous allons essayer de la conserver. Et du côté de la Commission, est-ce qu'on a réagi, Marie, à cette polémique ? Ces réactions, ces polémiques ont obligé la présidente de la future Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, à sortir de son silence avec une tribune publiée dans plusieurs quotidiens européens. Mais vous allez le voir, elle n'a finalement pas vraiment éclairci le débat. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle rappelle l'article 2 du traité de Lisbonne, dans lequel on rappelle que l'Union européenne est fondée sur la liberté, le respect
respect de la dignité humaine, la démocratie, la tolérance, la justice, la solidarité. L'égalité, vu comme ça, c'est pas mal notre mode de vie européen, Pascal Perrineau. Tout à fait. Si c'est cela le mode de vie européen, on ne peut que s'en réjouir et on comprend l'attraction du continent Europe vis-à-vis des migrants. Ce qui fait débat, c'est pas tellement au fond la notion de mode de vie. Pourquoi pas que l'Union européenne ait comme responsabilité de défendre un certain mode de vie fait de ce patrimoine de valeurs que vous venez de mentionner. L'Europe n'a vraiment pas à en rougir. C'est plutôt l'association des deux, le dossier migratoire et le dossier mode de vie, parce qu'on voit très bien en écoutant tout à l'heure Monsieur Olivier du Rassemblement national, en effet le Rassemblement national saute dessus en interprétant, ce qui est sa propre interprétation, l'immigration comme étant une menace sur le mode de vie. L'intitulé ne veut pas dire cela, mais ça crée une ambiguïté. Et justement, l'ambiguïté n'a pas été levée par Ursula von der Leyen dans cette tribune, puisque notamment Margaritis, je vais y arriver, Chinaz, dans sa feuille de mission, n'est pas en charge de l'état de droit et des droits de l'homme. Du coup, plusieurs eurodéputés ont déjà dit qu'il faudrait sans doute changer l'intitulé, tout du moins. C'est le cas de l'eurodéputé La République En Marche, Stéphane Séjourné, qu'on écoute. S'il y a un débat, il faut pouvoir changer le titre, puisque le fond et la lettre du commissaire sont plutôt justement en raccord avec ce que nous on a voté. C'est vous qui le demandez ou votre groupe demandera qu'on change le titre? Le demandera s'il y a une ambiguïté qui reste en plénière. Et puis on verra bien si on arrive pendant les auditions à comprendre ce qu'il y a peut-être derrière ce titre, puisque les parlementaires européens, comme vous le savez, seront amenés à auditionner chaque commissaire européen dans les prochaines semaines. Conclusion, Rebecca, on aura l'occasion d'en reparler, d'avoir plus de précision, on l'espère, la première semaine d'octobre, puisque les commissaires européens seront auditionnés par les parlementaires. Ouais, c'est une polémique qui montre l'importance des mots, aussi des intitulés, mais est-ce qu'on ne joue pas un peu sur les mots quand même? Ça voudra dire la même chose, même si on change l'intitulé. Oui, et il reste que derrière, il y a une question essentielle, qui est la question, en effet, de qu'est-ce qui fait le lien européen aujourd'hui, quelles sont les valeurs que nous avons envie de défendre, de projeter, même éventuellement, au-delà des frontières de l'Union européenne. On sait très bien que le fameux nationalisme et populisme qui monte dans tous les pays, il se nourrit aussi d'interrogations des populations sur ce qu'on appelle le populisme patrimonial, l'immatériel. Le patrimoine, c'est pas simplement de défendre un patrimoine matériel, c'est de défendre aussi des valeurs. Et que l'Union européenne se pose cette question, personnellement, ne me choque pas en tant que citoyen européen. On a même du mal à parler d'une identité européenne. Oui, bien sûr. Alors là, on n'a pas utilisé le terme identité parce qu'on sait que très connoté, ça fâche. Mais vous voyez qu'on utilise un autre mot et le débat rebondit. Marie-Pierre Bourgeois, on va poursuivre avec vous le club et vous allez avoir l'occasion de rebondir, Pascal Perrineau. Alors vous, Marie-Pierre, vous lisez tous les livres politiques. Pour nous. J'essaye en tout cas. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez eu envie de zoomer sur celui que vous avez rebaptisé le génie noir. Alors, vous l'avez peut-être déjà deviné chez vous, Le Baron Noir, c'est Julien Drey. Un livre raconte son histoire et son titre est plutôt parlant. C'est toujours moi qui fais le sale boulot. Ce sont deux journalistes, Marie Bordet et Laurent Tello, qui nous prennent par la main pour nous emmener dans la vie de Julien Drey et de toutes les combines de la gauche. Alors attention, suivez bien, le CV est plutôt chargé. Julien Drey, il a permis à Mitterrand d'être réélu, il a aidé Hollande à rentrer à l'Élysée, il a également donné un coup de pouce à Emmanuel Macron pour devenir président. Alors, on va commencer par le plus récent, Emmanuel Macron, Marie-Pierre. Alors, Julien Drey fait partie des premiers à lui présenter le Tout Paris, le vieux briscard, lui explique ce qu'il faut savoir en politique. Alors, je vais vous faire une petite citation. Merde, ce n'est pas sérieux de découvrir... Oui, je vous réveille. Merde, ce n'est pas sérieux de découvrir les questions des parlementaires dans la voiture quand on va au Sénat. Exprime-toi sans note, lui explique, par exemple, Juju, son surnom au PS. Alors ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. On l'écoute. Quand Emmanuel Macron mène une politique qui est contraire à ce que je considère, moi, être l'intérêt général, je pense notamment sur le plan fiscal, eh ben je le dis et je le combats. Alors attention quand même, Julien Drey, ça reste bien sûr la politique à l'ancienne. Laurence Rossignol, qu'on connaît bien dans la maison parce qu'elle est sénatrice de l'Oise, dit de lui, Drey a mis une génération entière derrière Mitterrand. Oui, sauf que ça ne nous rajeunit pas, ça, Marie-Pierre. Pas trop. François Mitterrand va avoir un vrai coup de foudre pour le jeune Drey qui va se payer le luxe de venir sans cravate pour son premier rendez-vous à l'Élysée. On est plutôt loin des énarques socialistes en costume gris. Il détonne. Il détonne, vous avez tout dit. Le jeune loup a fondé quelques mois plus tôt avec Harlem Désir SOS Racisme, un outil
plutôt pratique pour mobiliser la jeunesse. Objectif réussi, Mitterrand sera réélu en 1988. Sauf que Mitterrand, ce n'est que le tout premier président dans la vie de Julien Dray. Alors l'Élysée va demander à Hollande, qui est tout jeune, de garder un œil sur Julien Dray. Il n'aurait pas fallu qu'il soit le Benalla de Mitterrand. Hollande va devenir un bon copain, même si Juju lui a parfois joué de mauvais tours. Juju, c'est vous qui le dites, moi je le dis Juju, pas. c'est moi qui le dis, tout à fait, c'est son surnom. Alors si on avance un peu dans le temps, on est en 2012, Julien Dray va avoir 57 ans, il a envie de faire une grosse fête avec tous ses copains. Et c'est surtout l'occasion pour lui de montrer qu'il est sorti d'une mauvaise passe après une très sombre affaire de montre. Direction donc pour cette grosse soirée, un bar de Châtelet à Paris. Mais pas n'importe quel bar. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette fête va avoir lieu dans un ancien sex shop. Et oui, ça ne s'invente pas. Le moment est plutôt mal choisi. On est donc pendant l'entre-deux tours de la présidentielle de 2012, un an après l'affaire du Sofitel. Et Julien Dray se paye le culot d'inviter DSK, ce qui fait entre nous un petit peu désordre. Pour la droite, c'est évidemment une belle occasion politique de se payer François Hollande, excusez-moi. On écoute Nicolas Sarkozy. Je suis très fier que mon directeur de campagne, mon porte-parole de campagne, ne vont pas dîner dans des restaurants rue Saint-Denis avec quelqu'un qui est mis en examen pour proxénétisme aggravé. Oui. Voilà, ça c'est dit. Alors, bonne pioche, François Hollande, c'est un vrai copain de Julien Dray. Quand les relations étaient un peu difficiles avec Ségolène Royal, il avait même l'habitude de débarquer le soir avec un sac plastique et sa brosse à dents chez Julien Dray. Sauf que bizarrement, Marie-Pierre, cette proximité lui a jamais vraiment permis d'être ministre. Alors, c'est vrai, mais il a quand même une bonne étoile au-dessus de sa tête, Julien Dray. Pour ses 60 ans, devinez qui est autour de la table. On a d'un côté François Hollande, qui est encore président de la République, et Emmanuel Macron, un président en devenir. Donc, Dray, manifestement, c'est plutôt bien s'entourer, ce qui me fait dire que c'est un vrai personnage de roman, cet homme-là. D'ailleurs, les deux auteurs de la biographie concluent en disant « Le jour où il n'y aura plus de personnages politiques comme Dray, les bonnes mœurs auront peut-être gagné, mais la réalité sera ennuyeuse à mourir. » Qu'est-ce que ça vous inspire, Pascal Perrineau, cette opposition entre transparence à la suédoise et puis vie politique à rebondissement, assez passionnante? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça montre les limites et l'angélisme de cette notion de transparence absolue. Le pouvoir politique ne peut pas être transparent. Tous les hommes et les femmes qui réfléchissent depuis la nuit des temps sur le pouvoir politique savent très bien que le pouvoir politique a besoin de secrets. Sauf que le citoyen a de plus en plus de mal à l'accepter. Bien sûr, mais vous savez, on ne peut pas avoir un pouvoir politique complètement transparent. Il y a besoin d'hommes et de femmes de l'ombre. Même ceux qui mettent en avant cette notion de transparence ont besoin d'hommes et de femmes de l'ombre. Cependant, il ne faut pas prêter à ces hommes et ces femmes de l'ombre un pouvoir qu'ils n'ont pas. Alors je sais qu'on prête aux riches, qu'on ne prête qu'aux riches, mais enfin, là, en écoutant, on a l'impression en effet que Mitterrand, c'est Julien Dray, Hollande, c'est Julien Dray, Macron, c'est Julien Dray. Je crois que jusque-là, j'ai dit que Julien Dray va donner un sérieux coup de main à ces trois présidents de la République. Je crois que c'est tout à fait excessif, mais que l'homme a, par ses réseaux, par l'habileté qu'il a, par aussi le talent de négociateur qu'il peut avoir, joué un rôle et rendu des services. Et on comprend qu'on ne l'ait jamais mis ministre, parce qu'au fond, c'était un homme qui était beaucoup plus... mais bien sûr, beaucoup plus utile en coulisses. Pour autant, est-ce qu'on n'a pas quand même un peu changé d'époque? Est-ce que les profils à la Julien Dray, aujourd'hui, ça existe encore, un peu ces hommes et femmes? Oui, est-ce que c'est pas un peu ancien monde, Julien Dray? Peut-être, ça fait un peu ancien monde, mais je suis sûr que le nouveau monde est en train aujourd'hui d'inventer l'équivalent de Julien Dray. Ils seront peut-être habillés autrement, ils seront moins enveloppés que Julien Dray, ils n'auront pas la tête de traître de film de KPDP que peut avoir Julien Dray. Ou des têtes à la Benalla? On a eu une affaire. Bien sûr, mais ils existent déjà. Vous savez, le nouveau monde est pétri de mœurs, d'habitudes et d'usages de l'ancien monde. Pour vous, Benalla, c'est finalement l'affaire typique qui montre qu'il y a énormément d'opacité dans ce monde politique, avec des gens qui agissent c'est aussi stupide, cette distinction de l'ancien et du nouveau monde, que, souvenez-vous, en 1981, Jacques Lang qui disait que après l'ombre était venue la lumière. Allez, on continue. Pascal Perrineau, vous restez avec nous. La suite d'ALPL, c'est Ça se passe chez vous. Et
Et vous le savez peut-être, c'est une année d'élection. Les municipales se tiennent au printemps prochain. On parle beaucoup du blues des maires, un malaise qui ne vient pas de nulle part. Ils sont souvent très pris à partie, insultés et même agressés. Jonathan Dupriez et Quentin Calmet, vous donc Quentin, vous avez rencontré dans le Puy-de-Dôme un maire qui a été agressé au couteau. C'était début août. Je vous laisse découvrir ce reportage et on en parle juste après. Nous sommes à Saint-Mion, un village de près de 500 habitants, à une demi-heure de route de Clermont-Ferrand. C'est ici que le 9 août dernier, le maire a été agressé par l'un des habitants du village. Et depuis, l'émotion est intacte ici. Mais cette émotion, elle a dépassé les frontières du département pour nourrir un débat national sur la relation compliquée entre certains citoyens et leur maire. De son côté, l'élu, depuis un mois, se dit toujours traumatisé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. 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 C'est au cours d'une banale visite auprès d'un de ses administrés que le maire a échappé à un coup de couteau d'un jeune habitant de son village. Le garçon auteur de l'agression s'est précipité sur moi avec un couteau. Ce couteau était un couteau, alors j'ai dit de boucher souvent, mais peut-être de cuisine, avec une lame longue comme ça, avec le bras en l'air et en criant « Je vais vous tuer, je vais vous tuer, je vais vous tuer ». Vous avez votre son qui tourne là. Vous voyez votre famille, vos enfants, vos petits-enfants. Tout se déroule dans un quart de seconde, millième de seconde. Vous ne savez plus où vous en êtes. Hein. Comment est-ce que vous diriez que vous vous sentez un mois après cette agression ? Je suis atterré. Je suis atterré parce que je crois que j'ai toujours essayé de faire du bien dans cette commune, avec mes équipes, hein, pas moi tout seul. Simplement, depuis des décennies, nos gouvernements n'ont rien fait pour dire que les maires étaient le trait d'union de la République. Selon le maire, c'est la fonction qui n'est plus respectée. Aujourd'hui, l'élu n'entend pas en rester là, il a déposé plainte auprès des gendarmes. Il est important de déposer plainte pour marquer le fait qu'un maire d'une commune rurale a été agressé sauvagement. Et ça, il ne faut pas le laisser passer. Dans cette démarche, le maire est accompagné depuis le premier jour par l'association des maires de son département, un accompagnement indispensable. Qu'est-ce que ça change pour le maire que vous soyez avec lui dans ce dossier, notamment sur l'aspect juridique ? Je pense que c'est un appui très très important, parce que le maire est seul. Pour l'instant, il n'y a pas de protection fonctionnelle. L'État n'accompagne pas les maires. Aucune autre association ne peut accompagner les maires. Et je crois que c'est le seul recours pour nos collègues. Ça revient à combien pour l'association d'engager ces frais ? Parce qu'on sait que c'est des frais qui sont importants pour un maire. Ce sont des frais importants. On en est sur le mandat à... Là, vous voyez, j'ai toute la liste des actions qui ont été entreprises par les maires. De tête, c'est 36 000 euros au cours de ce mandat. Depuis 2014. Voilà. Et nous avons récupéré, entre guillemets, parce que la plupart du temps, nous ne pouvons pas récupérer, les agresseurs étant insolvables, 3 000 et quelques euros. Vous voyez la proportion. Hein. Au total, depuis 2014, ce sont ainsi une vingtaine de cas qui sont remontés d'élus agressés dans le Puy-de-Dôme. On dit que de nombreux maires ne vont pas repartir. Je crois que c'est dommage. C'est dommage pour notre population. C'est dommage aussi pour notre démocratie, quelque part. Parce que la commune, et je le rappelle à chaque assemblée générale, c'est la cellule de base de notre démocratie. Élus menacés, voire frappés, les agressions de maires ont fait la une de la presse tout l'été. En 2018, ce sont au total 361 maires ou maires adjoints qui ont été victimes d'agressions. Un phénomène que le gouvernement entend enrayer avec le projet de loi Engagement et Proximité présenté par Sébastien Lecornu en octobre au Sénat. Merci Quentin pour ce beau reportage. Pascal Perrineau, je vous ai vu réagir pendant ce reportage. On voit un maire touché, frappé. Parce qu'il y a quelque chose de très inquiétant pour l'avenir de la démocratie. Vous savez, la démocratie française, pour une majorité de citoyens, fonctionne mal aujourd'hui. C'est à peu près 2 Français sur 3 qui vous disent la démocratie fonctionne mal. La seule chose qui fonctionne bien en termes de perception par les citoyens, c'est le pouvoir municipal, le conseil municipal et son maire. C'est la seule figure politique qui bénéficie aujourd'hui d'une popularité qui tourne aux alentours de 60%. Tous les autres sont aux alentours de 30%. Donc il y a là, le tissu vivant
de la démocratie et de la République. Et de voir qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes sont l'objet d'agressions, c'est extrêmement inquiétant parce que ça nourrit un phénomène qui existe déjà, c'est-à-dire la lassitude de ces hommes et de ces femmes qui sont au front, j'allais dire, tous les jours pour régler des problèmes qui peuvent paraître sibyllins mais qui sont tout à fait importants pour la vie quotidienne de ces villages, de ces communes, de ces villes, qu'elles soient petites ou moyennes. Et on le voit, par exemple, on sait aujourd'hui qu'à peu près un maire sur deux dit qu'il ne se représentera pas. Donc on va avoir certainement dans de multiples communes de grosses difficultés à faire des listes et à avoir des hommes et des femmes qui seront candidats à ce poste qui est le poste avancé de la culture républicaine et de la démocratie en France. Quand vous dites que c'est inquiétant, ça veut dire que ça peut déboucher sur quoi? Est-ce que justement le mouvement des Gilets jaunes est l'illustration de cette colère anti-médias, anti-élus, anti-institutions? Le mouvement des Gilets jaunes a exprimé en effet un sentiment anti-élu qui parfois même s'est porté contre les maires, sauf les maires des petites communes et du tissu rural. Il y avait là, dans cette dénonciation du bouc émissaire du maire, quelque chose de profondément injuste. On est en pleine démagogie. Merci infiniment Pascal Perrineau de nous avoir éclairé aujourd'hui. Merci, vous avez été le premier invité de la nouvelle formule d'Allons plus loin sur Public Sénat. Merci à vous également, merci à tous les trois d'avoir intégré ce club. On vous retrouvera tous évidemment très régulièrement sur l'antenne de Public Sénat. On l'a vu d'ailleurs dans les reportages mais aussi en chronique avec nous. Merci infiniment, merci à tous les cas. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair consacré cet après-midi aux dossiers chauds qui attendent l'exécutif. Il y en a pas mal, la PMA, l'immigration et bien sûr les retraites. Le pays a déjà eu un avant-goût de la grogne avec la grève de la RATP vendredi dernier, tout le monde s'en souvient. Aujourd'hui, ce sont les professions libérales qui se sont fait entendre. Héloïse Grégoire y est-elle, nous en dit plus. Ils n'ont pas l'habitude de manifester ensemble. Pourtant aujourd'hui, ils sont côte à côte, dans la rue et en colère. Avocats, médecins, pilotes de l'air, tous s'opposent à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Une réforme qui prévoit de remplacer leur régime autonome par un système universel à points. Le régime universel, on est prêt à le soutenir, à construire avec le gouvernement là-dessus, mais que notre caisse de retraite autonome, on veut la garder. Aujourd'hui, on paye 100% de la cotisation, alors que les salariés, c'est sans doute justifié, ne payent que 40. Donc quand on nous dit 1 euro cotisé égale 1 euro de retraite, ce n'est pas la stricte égalité. De septembre à octobre, des mobilisations vont se multiplier partout en France. Samedi prochain, Force ouvrière appelle à une journée de manifestation nationale contre cette réforme des retraites. Toutes ces professions-là ne se seraient pas unies aujourd'hui pour contester cette réforme, pour dire que non, ils n'en veulent pas. Je dirais, c'est un véritable bloc qu'on veut faire. On veut aller prendre l'argent qui existe, qui est dans leurs caisses. Leurs caisses sont, je ne dirais pas florissantes, mais elles ont les capacités d'assurer la solidarité pour les générations à venir. Il n'y a pas que les professions libérales qui défilent aujourd'hui. Les fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques battent aussi le pavé contre la réforme de leur administration. La grogne sociale monte. Alors qu'en pense la majorité? Comment compte-t-elle convaincre du bien fondé de sa réforme? On va tout de suite poser la question au sénateur La République En Marche, Martin Lévrier, qui est à votre micro, Tam Tranui, en salle des conférences. Oui, Martin Lévrier, est-ce que vous comprenez bien ceux qui manifestent aujourd'hui leur grogne contre la réforme des retraites et notamment aujourd'hui les professions libérales? Bonjour. Première chose, depuis 18 mois, Jean-Paul Delevoye négocie avec l'ensemble des partenaires sociaux et cette négociation se passe dans des conditions très très positives et a été louée par l'ensemble des partenaires sociaux. Nous passons aujourd'hui à une deuxième étape annoncée par le Premier ministre et au lancement de cette deuxième étape, il y a des points de crispation, d'inquiétude qui s'annoncent, qui ne sont pas surprenantes, qui ne sont pas choquantes et qui sont logiques puisque nous continuons la négociation. Donc j'entends, c'est pas les points de crispation que je comprends. J'entends cette inquiétude et ce besoin de le manifester parce que je crois que tout le monde a compris que le système universel était le bon système et que donc on allait passer une deuxième étape, que ça c'était acquis et qu'il fallait construire ce système universel avec tout le monde et que donc chaque catégorie s'inquiéter en titre de catégorie de comment je vais rentrer intelligemment dans ce système universel. Donc c'est une logique de négociation qui me paraît normale, qui est un peu étonnante parce qu'on vient de lancer des négociations qui auraient mérité d'être ralenties et reprolonger la discussion dans un premier temps. Marc Fesneau juge que ce sont des grèves préventives aujourd'hui. Est-ce que vous allez dans son sens ?
C'est un mot comme un autre. Je pense que ce sont des grèves qui alertent. C'est maladroit sur comme expression. J'aime pas le mot maladroit. Chacun utilise le mot qu'il ressent au mot et en fonction de la question qu'on lui pose. Je ne sais pas quelle question exacte lui a été posée. Je pense surtout que ce sont des mouvements qui montrent que le système va évoluer, que tout le monde en est conscient et qu'en conséquence, il faut le regarder tous ensemble. Donc ça ne me gêne pas. Est-ce que vous craignez une convergence des luttes dans cet automne social, hein? On l'a entendu, il y a eu la RATP avec un mouvement sans précédent quand même vendredi. Aujourd'hui, les professions libérales et puis il y en a d'autres qui vont venir par la suite. Alors, quand on parle de convergence, il faut qu'il y ait des besoins communs. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je reprends il y a 2 ans, on nous avait parlé d'automne social épouvantable, ça n'est pas arrivé avec la réforme du droit du travail. Aujourd'hui, quand on parle des retraites, vous avez vendredi des régimes spéciaux qui ont manifesté et aujourd'hui des régimes autonomes. Ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas le même débat, ce n'est pas la même problématique. Donc ce sont des problématiques catégorielles qu'on doit écouter, qu'on a déjà écoutées, auxquelles on a déjà beaucoup répondu. Je rappelle pour mémoire, parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des manifestants sont des avocats. Ils ont été reçus plus de 8 fois déjà par le haut-commissaire. Ils vont être de nouveau reçus, les dates sont prévues. Donc avançons tranquillement et paisiblement dans une négociation qui se fera sur le long terme. Je rappelle que cette réforme s'appliquera en 2025 et surtout, elle touchera les retraités qui sont nés après 1963. Donc on a beaucoup de temps et il y aura des passerelles permanentes. Donc c'est beaucoup de temps parce qu'on pense à nos enfants. Vous commencez à parler calendrier. Justement, quand est-ce que l'on peut espérer avoir ce texte au Parlement, selon vous? Le temps qu'il faudra dans un temps sérieux et contraint. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut maintenant vraiment avancer, puisqu'il y avait une convergence jusqu'à l'été dernier de compréhension. Maintenant il faut continuer à avancer, mais il faut une date de fin. Parce qu'il faut vraiment dépasser les clivages et aller à l'essentiel. Donc je pense qu'à l'été prochain, nous aurons vraiment avancé sur ce sujet. À l'été prochain, vous espérez le texte au Parlement et une adoption à l'été prochain, une adoption à la rentrée prochaine, sans aucun doute. Eh bien, merci beaucoup Martin Lévrier d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam, merci à Martin Lévrier d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va aller plus loin sur ce plateau dans Sénat en clair et j'accueille Sophie Taillé-Polion. Bienvenue, vous êtes sénatrice Génération du Val-de-Marne, rattachée au groupe PS, membre de la Commission des Finances. Nous attendons François Grosdidier, sénateur LR de la Moselle, il devrait nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Sabine Janssen, bienvenue. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste de l'histoire politique. Et Jean-Baptiste Daoulas, bienvenue à vous également. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à l'Express. Sophie Taillé-Polion, on vient d'entendre Martin Lévrier, mais avant lui Marc Fesneau, qui nous appelle à la patience, qui nous disent que tout cela prend du temps et qui s'étonne de voir une contestation un peu prématurée, préventive, dit même Marc Fesneau. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que quand le gouvernement dit qu'il veut réformer les retraites et son objectif principal est un objectif de maintien dans le produit intérieur brut de notre pays, de la part des retraites, c'est-à-dire de faire en sorte que ça n'augmente pas alors qu'on va avoir une augmentation du nombre de retraités. On voit bien que la feuille de route, c'est quand même de faire des économies. Donc vous nous dites qu'on part déjà sur de mauvaises bases. Oui. Et ce qu'on voit, c'est quand même qu'à un moment donné, depuis de longues années, c'est toujours les retraités qui ont payé les économies avec une baisse, une diminution des pensions qu'on voit depuis une vingtaine d'années. Donc il est évident que les Françaises et les Français sont très inquiets de ce qu'on va leur proposer. Donc et ça se voit dans les mobilisations. Parce que jusqu'à présent, quand on a voulu réformer les retraites, on a toujours beaucoup parlé de justice, mais ce qu'on a observé, c'est une baisse des pensions et une difficulté de plus en plus importante pour les personnes âgées à vivre dignement. Et je pense notamment aux femmes et à celles qui ont eu des carrières hachées et des postes à temps partiel. Donc pour vous, ce n'est pas une contestation prématurée, vous ne voyez pas cela comme quelque chose d'un peu trop rapide, sachant que le texte n'est pas bouclé, que les discussions sont encore en cours? Les discussions sont encore en cours. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et qui nous amènera à, je dirais, à avoir un avis plus précis, etc. etc. Oui. Mais d'ores et déjà, le cadrage, il est là. C'est un cadrage financier. Vous voyez, l'objectif de ce gouvernement, c'est de réduire la part de dépenses publiques. C'est pas de réduire la pauvreté. Bon, c'est une orientation qu'il faut qu'ils assument. Et donc, ça provoque quoi? Ça provoque un certain nombre de réactions, notamment sur une observation précise. Dans des pays comme la Suède, où on a mis le système à point sur lequel le gouvernement s'appuie comme modèle, on a un taux de pauvreté des personnes âgées qui est, je crois, 3 fois le nôtre. Sabine Janssen, est-ce que ça ne rejoint pas l'idée que la France serait un pays non réformable, non gouvernable, justement parce qu'il y a une contestation qui arrive même avant qu'un texte soit écrit? Oui, alors je dirais que c'est un peu de bonne guerre et en quelque sorte les gilets
Gilets jaunes ont fait école. C'est-à-dire qu'ils ont finalement fait beaucoup de bruit, ils sont beaucoup descendus dans la rue et ils ont obtenu un certain nombre de choses. Donc je crois que là, l'espèce de guerre préventive que mènent un certain nombre de mouvements vise justement à impressionner le gouvernement. Et ça paraît de bonne guerre, même si ça ne va pas forcément fonctionner. Mais je pense qu'Emmanuel Macron a intérêt à aller prudemment, et on le voit d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure pour d'autres réformes, je pense à la révision constitutionnelle, mais vous savez, un bon stratège, il n'est pas sur tous les fronts en même temps. Je crois que cette multiplication des fronts a été un peu la cause du mouvement des Gilets jaunes. Je pense donc qu'il faut, pour le gouvernement, progresser lentement et les municipales ne sont pas loin. Donc il n'a pas non plus intérêt à avoir déferlé dans les rues quantité de gens. Alors même si la convergence des luttes n'est pas forcément là, on peut quand même imaginer qu'un certain nombre de mécontents vont se retrouver dans la rue. Et vous l'avez vu, François Grosdidier nous a rejoint pendant que vous nous parliez, sénateur LR de la Moselle. Bienvenue, bonjour. Je vois que vous êtes blessé. J'espère que vous aurez un bon rétablissement rapidement. Je vous laisse souffler 2 secondes. Je vais juste me tourner vers Jean-Baptiste Daoulas. On parlait de cette contestation un peu prématurée par rapport à ce que pense le gouvernement. Et Sabine Janssen qui nous dit mais il y a peut-être un effet gilet jaune. Vous êtes d'accord avec cela? Alors, un effet gilet jaune, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand on repart 2 ans en arrière, quand on pose la question de savoir si la France est ou pas irréformable, il y a quand même 2 réformes assez dures du point de vue des syndicats qui sont passés, que ce soit la loi travail ou la réforme ferroviaire. Et on avait vu à l'époque qu'il y avait une sorte d'incapacité des syndicats à mobiliser les Français suffisamment pour faire reculer le gouvernement. Donc la France n'est pas irréformable. Alors la France, nous dire. en tout cas, elle peut se montrer plus ou moins mobilisable. Là où les Gilets jaunes ont un intérêt, je pense que c'est dans le rapport de force nouveau qui a été instauré avec le gouvernement, c'est que il y a 2 ans, avec les 2 réformes, que ce soit la loi ferroviaire ou la loi travail, le gouvernement a eu l'impression que c'était possible de réformer finalement à la hussarde sans dévier, en se disant qu'il y avait une sorte qu'ils étaient du côté de la raison et qu'ils pouvaient réformer sans aller dans la concertation. Là, avec les Gilets jaunes, ils ont bien compris qu'il y avait un intérêt à faire beaucoup plus attention. D'où cette idée d'acte 2 du quinquennat qui doit absolument s'incarner par la concertation. Et puis il y a aussi, à plus moyen terme, l'intérêt des municipales et de ne pas mettre la France à feu et à sang avant un scrutin qui est aussi important pour la majorité. François Grosdidier, est-ce que comme le gouvernement, l'exécutif, la majorité, on a entendu Martin Lévrier, vous n'étiez pas là, mais il nous disait qu'il y a une forme de contestation préventive, un peu rapide, avant même que les textes soient vraiment ficelés par rapport à la réforme des retraites. Vous le pensez aussi que cette contestation? Oui, bien sûr, mais il y a 2 raisons. D'abord, on parlait des réformes qui se faisaient facilement, c'est vrai, mais c'est toujours dans les 6 premiers mois ou dans l'année de la prise du pouvoir. Le pouvoir est plus légitime, l'opposition est plus chaos, donc les réformes passent davantage. Ensuite, on a 2 sujets sur cette réforme des retraites. On a, parce qu'on vit de plus en plus vieux et souvent on rentre de plus en plus tard dans la vie active, celui de l'allongement, quoi, de la vie de travail. Alors ça peut être, alors c'est ce qu'ont fait les réformes de droite, que les socialistes ont toujours contesté mais n'ont jamais remis en cause. Et puis c'est un sujet qui est déjà assez délicat en soi. Et il y a l'autre sujet qui est encore plus délicat, qui est cette convergence entre le régime général et les régimes particuliers. Chacun, quand il le regarde, ne voit que de l'iniquité, parce qu'on voit en général ce que les autres ont plus, parce qu'ils ont en moins. Et quand on compare, on se rend compte, bon, il y a des régimes qui peuvent être nettement plus favorables, mais après, par exemple, entre le public et le privé, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 systèmes. Mais donc, il faut rapprocher ça, c'est toujours délicat, il faut faire beaucoup de pédagogie, il faudra du temps. Vous nous dites comme la majorité, Martin Lévrier a parlé de temps. Troisièmement, il y a un autre phénomène, c'est que les Français ont quand même eu la confirmation après la crise des Gilets jaunes, même si le début du quinquennat, c'était pas ça, c'est que c'est ceux qui crient le plus fort qui se font le plus entendre, et qu'il vaut mieux crier avant d'avoir mal d'ailleurs pour être sûr de ne pas avoir mal, et que la tendance naturelle d'un pouvoir assez technocratique n'était pas forcément l'écoute, à condition d'y être contraint. Donc il ne faut pas s'expliquer qu'on ait des mouvements sociaux assez forts tout de suite. Sophie Taillé-Polian, vous avez envie de réagir d'un mot à ce que vient de dire François Grosdidier? Non, mais je suis absolument en accord avec ça. Je veux dire, il faut mieux crier avant d'avoir mal. Et comme on a déjà eu mal les autres fois précédentes, donc là, je pense que... Donc la méfiance est de mise. Ah, la méfiance est de mise, et a raison, parce qu'il y a plein de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. J'entendais Martin Lévrier qui disait « maintenant, le régime par points universel, tout le monde est d'accord ». Alors, ce n'est pas vrai, puisqu'il y a quand même 2 syndicats majeurs, FO et la CGT, si je ne m'abuse, qui y sont opposés.
opposée. Et en tout cas, tout à fait personnellement, j'y suis opposée tant qu'il n'y a pas de clarté absolue sur la valeur du point. Parce qu'on ne voudrait pas passer à un système où le montant des pensions on ne peut pas le connaître à l'avance parce qu'il serait une variable d'ajustement du budget. Donc non, tout le monde n'est pas d'accord. Je crois qu'il y a des choses à dire préventivement par celles et ceux qui ont intérêt. Il y a un autre sujet qui s'invite dans les thèmes de cette rentrée, c'est l'immigration. Un débat sur la politique migratoire arrive à l'Assemblée nationale à la fin du mois, puis au Sénat le 2 octobre. Et le séminaire de rentrée de La République En Marche de ce soir devrait y être consacré en partie, lui aussi, avec même un petit discours d'Emmanuel Macron, a priori, sur le sujet. Parler d'immigration, c'est une bonne idée, nous dit le député En Marche, Aurélien Taché, qui était sur France Info ce matin. Écoutez. Ce sujet de l'immigration, moi je pense qu'il est temps de l'aborder puisqu'on entend quand même tout et n'importe quoi depuis des années. J'entendais encore hier M. Hortefeux dire qu'il y aurait 400 000 personnes qui arriveraient chaque année. C'est faux d'abord, on a aujourd'hui environ un peu plus de 200 000 personnes qui arrivent chaque année, dont beaucoup d'étudiants. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut pouvoir objectiver. Alors Jean-Baptiste Daoulas, j'aimerais votre avis de journaliste politique. C'est vrai qu'Emmanuel Macron qui parle d'immigration en cette rentrée, ça a pu en surprendre plus d'un. Est-ce que vous d'abord vous avez été surpris et comment vous interprétez cela? En tout cas, c'est depuis déjà le printemps. Il avait reçu notamment les députés membres de la commission des lois. Il leur avait reproché de ne pas avoir voté un amendement sur les réductions de transport pour les bénéficiaires de l'AME qu'on appelait un peu amendement Pécresse puisqu'il était soutenu par la présidente de droite de la région Île-de-France. Donc Emmanuel Macron, depuis plusieurs mois, on sait qu'il est plus à droite que sa propre majorité. Sa propre majorité, il faut le savoir, les députés qui composent le groupe à l'Assemblée sont souvent plus de centre-gauche, voire des transfuges du PS, souvent beaucoup plus attachés aux libertés individuelles. Donc il y a une sorte de hiatus entre la position du président qui est peut-être plus pragmatique dans le sens où il pense qu'il y a un intérêt politique dans la visée des élections de 2022 à se positionner sur ce créneau de l'immigration et sa majorité qui elle, est beaucoup plus attachée à des principes et aussi à ses valeurs, souvent plutôt majoritairement de gauche. Sabine Janssen, vous êtes d'accord? Emmanuel Macron parle d'immigration aussi parce qu'il est plus à droite que sa propre majorité et peut-être aussi qu'il drague la droite, vous allez peut-être nous le dire, François Grosdidier. Je pense qu'effectivement, il a intérêt à jouer cette carte-là. Il y a une dimension politique dans ce sujet, on le sait. Il a quand même pas mal siphonné les voix de la droite aux européennes et je pense qu'il va pouvoir continuer. Ça le permet de consolider la fraction de l'opinion de droite qui le suit et puis de se marquer la culotte, si je puis dire, excusez-moi l'expression triviale, avec Marine Le Pen, puisque là on va quand même sur des terrains qui d'habitude sont ceux de l'extrême droite. François Grosdidier, vous aussi vous y voyez une stratégie politique de la part d'Emmanuel Macron? Stratégie ou pas, il y en a certainement peu, mais en tout cas tant mieux s'il y a un débat, parce que ça débat dans le pays, ça débat sur les réseaux sociaux de la pire façon. Donc effectivement, la moindre des choses, c'est qu'on en débatte au Parlement. C'est ce qu'on demandait chez les Républicains depuis Vous dites bravo, vous ne craignez pas qu'il continue de siphonner les LR? Il siphonne, on verra. Vous avez une gauche ou une extrême gauche qui veut une immigration libre. Vous avez une extrême droite qui ne veut pas d'immigration du tout. Et puis entre les deux, vous avez En Marche et puis peut-être les Républicains qui veulent qu'on maîtrise l'immigration. Alors il y a les En Marche qui va le dire, d'où on souhaiterait qu'on ne se contente pas de le dire, mais qu'on le maîtrise pour de bon. Mais en tout cas, quelle que soit notre position sur l'arc politique, il est légitime d'en débattre. Et d'en débattre assez sereinement. Et puis, si on n'est pas d'accord sur les chiffres... Oui, mais c'est intéressant de voir la priorité. Et puis, si on ne veut pas qu'il y ait des arrière-pensées, mais que les pensées s'expriment à la tribune, autant en débattre. Sophie Taillé-Polian. Le problème, c'est qu'on parle toujours de ça avec beaucoup d'arrière-pensées. Moi, quand je vois M. Taché dire « il est temps qu'on parle de l'immigration », comme si on n'en parlait pas du tout en France depuis 15 ans, alors même qu'on voit souvent revenir ça sur le débat public quand les gens, ce n'est pas leur préoccupation première. Alors on le voyait au moment le plus fort de la crise des Gilets jaunes, où le président de la République à deux occasions de ses discours remis sur la table la question de l'immigration, alors que la question posée par les Gilets jaunes majoritairement, c'est ce qui remontait comme information, était principalement les questions d'accès aux services publics, de justice fiscale. Donc bon, c'est un
un artifice. C'est un artifice qui est très dangereux parce qu'à force de mettre en avant l'immigration comme un problème, de faire dans la surenchère, eh bien on légitime de plus en plus le discours de Marine Le Pen. Mais de toute manière, c'est ce que cherche le gouvernement, être dans une sorte de duel, de faux duel, parce que toutes les questions sociales sont évacuées, les questions environnementales aussi. Et je pense que ce sont ces questions principalement qui animent les gens aujourd'hui. Et pourtant, attendez, la troisième partie de ce débat va peut-être vous donner tort, Sophie Taillé-Polian. Il y a un autre sujet qui va occuper les semaines à venir, un sujet explosif même, c'est le projet de loi sur la bioéthique. La Manif pour tous manifeste le 6 octobre prochain. François-Xavier Bellamy a dit qu'il y participerait. Il a donné une interview au journal du dimanche qui a repris cette phrase très forte de l'eurodéputé LR. La PMA pour toutes sera notre malédiction, je le cite. Et il juge que ce n'est pas une demande prioritaire de l'opinion. Il nous dit ceci: nous, élus, croisons tous les jours des Français qui nous parlent de la recherche sur Alzheimer, de l'accompagnement des enfants handicapés, de l'autisme, de la dépendance. Voilà des demandes vraiment majoritaires dans l'opinion. Il a raison, François Grosdidier ? C'est pas la demande majoritaire, mais il y a un problème, il y a une demande. Donc il est normal, mais c'est comme pour l'immigration. C'est pas parce qu'on parle d'immigration qu'on doit parler de la question sociale ou de la question écologique. C'est pas non plus pour ça qu'on ne doit pas parler des PMA. Et c'est vrai que ceux qui posent sur la fin de vie, c'est vrai, ceux qui posent sur Alzheimer, il y a des sujets de santé publique dont on ne parle pas suffisamment. Donc il faut en parler, mais pas à l'exclusif des autres. Donc effectivement, il est bon, c'est le rôle du Parlement d'avoir ce débat. Sophie Taillé-Polian ? Oui, on a plusieurs bonnes choses en France dans la façon dont ça fonctionne, et notamment l'obligation régulièrement, tous les 5 ou 7 ans, de revoir la loi bioéthique, avec un Conseil national qui travaille, fait un travail extrêmement approfondi, d'écoute, dans le respect de chacune des visions des choses, qui parfois ne sont pas conciliables, mais qui sont des positions qui sont vécues souvent très, très fortement par les gens qui ont leur légitimité. Donc, même si ce n'est pas une demande exprimée par l'absolue majorité des gens, dans le cadre de cette révision de la loi bioéthique, il est normal qu'on puisse avancer sur ce sujet, parce que je crois que la société a avancé et qu'il est temps de le faire. Donc là, il y a d'autres sujets à ce gouvernement de mettre le doigt sur le débat de la PMA. C'est normal de faire cette révision bioéthique, hein, c'est absolument normal, il doit le faire. Après, je trouve ça bien qu'il avance sur la PMA, ça c'est sûr. Moi, il y a d'autres sujets sur la loi bioéthique aussi qui intéressent moins les gens, mais notamment le rapport aux neurosciences, parce que c'est très important par rapport à la démocratie, par rapport à ce qu'on dit beaucoup sur l'éducation. Enfin, il y a des vrais sujets là, donc il va falloir que nous, parlementaires, nous nous emparions pas seulement de la PMA qui fait beaucoup de débats, mais aussi tous ces sujets de fond. C'est le rôle du Parlement et dans un dialogue avec l'exécutif, bien sûr. Parce que c'est vrai que la semaine dernière à l'Assemblée, il y a eu des premiers débats en commission, et ce qu'on a entendu de plus intéressant sur la bioéthique, c'est finalement pas tant l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, qui en plus est plutôt majoritaire dans la population, mais c'est des débats par exemple sur le diagnostic préimplantatoire. Par exemple, quand vous avez une fécondation in vitro, quelle maladie génétique vous autorisez les médecins à rechercher avant d'implanter l'embryon? C'est des questions qui sont absolument vertigineuses. Vous avez quelque chose qui ne concerne pas les couples de femmes et qui concerne tous les couples, c'est la PMA post-mortem. Qu'est-ce que vous faites de l'embryon si le conjoint ou la conjointe de madame est mort, enfin est décédé dans l'intervalle? Est-ce que cet embryon, vous le donnez, vous autorisez à le réimplanter? C'est des questions qui sont vraiment vertigineuses et qui passent finalement un petit peu à l'as, malheureusement, puisqu'on en est encore vraiment quelque chose d'assez binaire sur l'extension de la PMA aux couples de femmes ou aux femmes seules. Oui, parce qu'il y a eu aussi la question de la manif pour tous et du mariage pour tous qui est passé par là, j'imagine. Il fait une erreur de calendrier, Emmanuel Macron, à parler de PMA pour toutes aujourd'hui, un peu l'erreur de François Hollande. Je pense qu'il faut avoir quand même 7 ans de recul sur la question. Ça fait exactement maintenant 7 ans qu'on est à 6 mois de légaliser la PMA pour toutes les femmes. Il faut se rappeler qu'au moment du vote de l'examen de la loi de 2013 sur le mariage pour tous, il était déjà question que l'ouverture de la PMA soit dans ce texte, puis ça a été repoussé pour ne pas soi-disant polluer ou hystériser le débat. Ça devait être dans la loi famille de 2014, ça n'a pas été dans la loi famille de 2014, ça devait être une loi à part. Finalement, la majorité précédente n'a cessé de la repousser, donc finalement, certes, peut-être que politiquement, ce n'était pas prioritaire, mais ça a déjà attendu 7 ans. Donc c'est peut-être le moment. Sabine Janssen. Oui, moi je pense qu'effectivement, de toute façon, il y a une obligation de révision. Je pense qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne électorale, s'était engagé à traiter le sujet. Et je pense qu'en même temps,
finalement, sur le plan politique, ça le sert. Parce qu'on a bien vu, justement, à l'occasion des États généraux et même des débats qu'il y a eu dans le cadre de la commission spéciale à l'Assemblée, il y a quand même un bloc consensuel à gauche et à droite pour cette PMA et puis pour faire évoluer aussi toute une série de questions et de lois sur la Donc là aussi, largement, vous y voyez stratégie et opportunisme politique aussi? Disons qu'il prend moins de risques, à mon avis, qu'avec d'autres types de réformes. Et en même temps, il l'aura fait. Il ne prend pas le risque de s'éloigner d'une certaine droite qui, peut-être, lui a été favorable? Non, je pense que non, parce que la droite jupéiste est plutôt, disons, sur le plan moral, des mœurs plutôt libérales. Ne rangez pas les gens dans des cases comme ça. On a des questions, par exemple, effectivement, sur la fécondation sur post-mortem. Bon, tous les débats, ce n'est pas un débat de droite ou de gauche. Il y a plein de sujets, pas des débats de gauche, qui nous interpellent fondamentalement. Ce n'est pas évident, quand on est parlementaire, de décider au nom de ses concitoyens sur ces questions vertigineuses, comme vous le dites. Il n'y a ni avantage ni inconvénient au président de la République à les traiter. D'ailleurs, c'est pas de la façon dont se passent ces débats. Chez nous, en plus, les Républicains, on est à l'aise. Sur tous ces textes, il n'y a pas de position du mouvement. C'est la liberté de conscience, la liberté individuelle qui prime au Sénat et même à l'Assemblée nationale. Et c'est pas ça qui fera les municipales prochaines ou les présidentielles. Donc, il faudrait qu'on puisse parler de ces débats au Parlement sans forcément y voir malice partisane. Alors là, juste pour revenir à la question de Rebecca, il y a quand même un petit intérêt politicien de la part d'Emmanuel Macron malgré tout, c'est le fameux en même temps, c'est-à-dire que pendant que vous durcissez sur l'immigration, vous allez sur une demande sociétale plutôt marquée à gauche, qui permet finalement à peu de frais, puisque ça coûte finalement rien du tout. Il séduit à droite avec l'immigration, il séduit à gauche avec la PMA. Bien que la gauche sera frustrée de ne pas voir la l'état de la société très ouverte à cette question. Je pense qu'il fait ce qu'il a dit qu'il devait faire. Moi, on est parlementaire, on est là pour donner notre accord ou affirmer nos désaccords. L'important, c'est que ce soit fait. Je ne crois pas que dans la tête des gens, ça fasse beaucoup évoluer leur vision d'Emmanuel Macron et leur soutien ou leur absence de soutien. Vous êtes d'accord, Sabine Janssen ? Je pense que 65% des Français ont dit qu'ils étaient favorables à cette loi sur la PMA. Je pense qu'effectivement, il ne prend pas beaucoup de risques. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose dont on peut discuter, qu'on soit de droite ou de gauche. Et effectivement, là, les clivages peuvent évoluer. Mais finalement, la droite telle que François-Xavier Bellamy l'incarne, ça ne représente pas la majorité de la droite républicaine. On le sait. Regardons les résultats des dernières élections européennes. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à un débat approfondi et serein, comme le disait Gérard Larcher, François Grosdidier, je parle évidemment au Sénat. Je pense au Sénat, on a l'habitude quand même des débats sereins sur tous les sujets, et plus encore lorsqu'il s'agit des débats de société. Je crois qu'on prend plutôt de la hauteur. On ne cherche pas à faire le buzz et à provoquer des coups d'éclat. Donc, effectivement, aucune je suis très consigne confiant. de manifestation ou de non-manifestation avec la Manif pour tous le 6 octobre prochain, par exemple? Absolument. Je le répète, chez les Républicains de doctrine, c'est vraiment la liberté de conscience la plus totale. Ça l'a toujours été sur les textes bioéthiques, comme sur tous les sujets de société. Notre tradition, on ne va pas changer aujourd'hui. Sophie Taillé-Polian, vous imaginez que les débats seront sereins, vous aussi, au Sénat? Vous n'avez pas de crainte sur l'arrivée de ce texte? On est toujours plus sage. C'est notre aspect. Non, mais bon, évidemment, il y aura un débat, j'en suis persuadée, long et important, et doit avoir lieu, et sensible, et c'est important qu'il ait lieu dans les deux chambres, voilà. Mais j'espère, et j'y participerai, à ce que tous les sujets soient abordés avec autant d'intensité, car ils le méritent. Et on suivra cela évidemment de très près sur Public Sénat. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce premier débat à Sénat en clair, le premier de la saison. Dans un instant, la suite d'Allons plus loin avec le match des idées, un match international aujourd'hui. Le pétrole flambe et les prix à la pompe vont grimper aussi. Pourquoi? Que se passe-t-il? Confrontation de points de vue dans un instant. Avant cela, l'interview politique de Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement. Il est notamment revenu sur la grogne contre la réforme des retraites, justement. Je ne redoute pas particulièrement un automne social. Je regrette simplement, mais c'est peut-être un peu un mal français, que dans ce pays, quand on pose simplement les principes d'une réforme ou l'idée d'une réforme, on commence par se mettre en grève. On essaie d'inventer le concept de grève préventive,
C'est-à-dire avant de savoir, c'est-à-dire la grève même sur le principe de la réforme. Or, il y a besoin d'une réforme. Il y a besoin d'une réforme du système de retraite qui n'est pas égalitaire. Et quand vous croisez les gens, j'étais dans mon village ce week-end, et ils comprennent bien que le système est assez inégalitaire. Ce n'est pas une question de pointer les uns ou les autres, c'est une question de justice pour un certain nombre de gens. Mais avant d'aller dans un mouvement de grève, je trouve que ce serait bien de se mettre autour d'une table pour regarder ce en quoi on est d'accord, ce en quoi on est en désaccord et ce vers quoi on peut converger. Parce que si la grève, c'est le préalable à la discussion, je trouve qu'on ne rend pas non plus un grand service à la démocratie. La grève, c'est, pour moi, un droit imprescriptible, un droit naturel, d'une certaine façon, mais c'est plutôt le processus qui amène quand il y a un échec de la discussion, quand on n'est pas assez entendu. Mais là, on ouvre les portes pour pouvoir faire en sorte que les uns et les autres spéciaux seront supprimés. Oui, mais ils vont converger. Enfin, c'est pas quelque chose d'abrupt, c'est dans la durée. Il faut regarder quelles sont les conséquences pour les uns et les autres. Les régimes spéciaux, ils avaient, pour la plupart d'entre eux, et pour pas dire tous, des fondements au démarrage, pourquoi il y avait des régimes spéciaux de telle ou telle nature, et il faut le faire, je le répète, sans pointer du doigt les uns et les autres. La question n'est pas de dire il y a des privilégiés ou il n'y a pas de privilégiés, la question c'est de faire un système qui soit plus juste. Un système plus juste, un système égalitaire, ça veut dire des gagnants et des perdants. Est-ce que vous assumez de dire qu'il y aura des perdants avec cette Mais on verra, retraite ? l'idée c'est de faire en sorte que collectivement, on ait une réforme qui soit plus juste. Après, ça fait converger des systèmes. On verra. On voit bien qu'aujourd'hui sont posés les termes et qu'on nous dit ici il y a des gagnants, ici il y a des perdants. Mais il faut regarder dans la durée comment les choses vont se passer. L'idée que nous avons, c'est de faire en sorte qu'on prenne le temps qu'il faut dans la discussion, mais aussi on prenne le temps qu'il faut dans l'application de la réforme pour que, évidemment, quelqu'un qui a 55 ans aujourd'hui, on ne lui dise pas ton régime, alors que tu es déjà à 30 ou 40 ans de cotisation, ton régime disparaît brutalement. Donc s'il faut prendre le temps, on prendra le temps. Quand on a des réformes de système de cette nature-là... Y compris sur le déficit. Non, je pense qu'il y a besoin d'être à l'équilibre, parce qu'il faut que le nouveau système ne soit pas, comment dirais-je, alourdi du déficit du précédent. Mais ça aussi, on en discutera. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, la question des pesticides. En pleine polémique autour des distances minimales entre champs et habitations, plusieurs villes prennent des initiatives pour faire changer la loi. Elles interdisent purement et simplement les pesticides sur leur territoire. Ont-elles raison de passer en force? Quelles conséquences? On prend le temps de comprendre ce sujet ce soir. N'hésitez pas à réagir sur Twitter si vous le souhaitez. Nouvel hashtag ALPL. Nous irons bien sûr tout au long de l'émission en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices, et ce sera avec vous, Tam Tranui. Avec le sénateur communiste Pierre Ouzoulias qui a écrit un rapport sur le sujet. Et puis on parlera un petit peu d'actualité internationale aussi, les élections tunisiennes au menu d'une interview de Jean-Marie Bockel dans un instant. À tout à l'heure, Tam. Avant tout cela, le match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre deux spécialistes des questions internationales, Frédéric Pons et Christian Macarian. Bienvenue à tous les deux. On vous parle de l'Arabie Saoudite et de la flambée des prix du pétrole. Ce sera après les explications de Jonathan Dupriez. Sur ces images, on distingue d'épaisses fumées noires. Elles proviennent des usines d'Aramco, le géant pétrolier saoudien, ciblé par plusieurs attaques de drones. Un raid revendiqué par les rebelles yéménites Houthis soutenus par l'Iran. Ils sont en conflit avec l'Arabie Saoudite depuis 5 ans. Ce fut une attaque douloureuse dans un endroit stratégique au cœur de l'Arabie Saoudite. Elle montre que sur le plan militaire, nous avons réussi à pénétrer dans l'espace aérien saoudien sur plus de 1000 km sans être repérés par les radars ni abattus par la défense aérienne. Cette attaque terroriste, selon Riyad, a entraîné une envolée des cours de l'or noir, en même temps qu'un regain de tension entre les États-Unis et l'Iran. Pour les Américains alliés de l'Arabie Saoudite, il n'y a aucune preuve que les Yéménites aient été à l'origine des attaques de drones. Sous-entendu, les Iraniens pourraient être à la manœuvre, ce qu'ils démentent. Dans un tweet, le président Trump a fait monter la tension d'un cran en faisant allusion à une éventuelle réponse militaire. L'approvisionnement en pétrole de l'Arabie Saoudite a été attaqué. Il y a des raisons de croire que nous connaissons le coupable. Nous sommes prêts à riposter en fonction des vérifications, mais nous attendons que le Royaume nous dise qui il estime être le coupable de cette attaque et sous quelle forme nous devons agir. Face à cette escalade, d'autres puissances comme la Chine ou la Russie ont appelé à la retenue. La France, elle, se range du côté de Riyad et condamne fermement les attaques.
Et ça réagit déjà en plateau avec nous ce soir pour le match des idées. Christian Macarian, bienvenue. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express. Bienvenue dans ce premier numéro d'Allons plus loin. Frédéric Pons, bienvenue à vous également. Journaliste, écrivain, enseignant, spécialiste des questions géopolitiques. Et je précise au passage que vous venez de publier un roman qui s'appelle Les Pèlerins du Diable. Merci à tous les deux d'être ici. On a une toute dernière information qui est tombée dans l'après-midi. La coalition affirme que les armes utilisées viennent bien de l'Iran. Alors c'est toujours un peu difficile, Christian Macarian, pour un téléspectateur de comprendre pourquoi tout d'un coup les prix à la pompe vont augmenter soudainement. Si je schématise, des sites de production de l'Arabie Saoudite ont été attaqués par des Yéménites, les rebelles yéménites, mais instrumentalisés par l'Iran, c'est un peu ça? Alors, si tout ça est prouvé, parce qu'évidemment, ces rebelles yéménites qu'on appelle les Houthis, et qui sont chiites, donc le Yémen, qui est petit pays qui est au sud de l'Arabie et qui est ravagé depuis 5 ans par une guerre terrible, qui oppose effectivement ces rebelles houthis qui sont chiites, donc proches de l'Iran, armés par l'Iran, soutenus et financés par l'Iran. Il les oppose à une coalition dont évidemment le chef de file est l'Arabie Saoudite, sunnite. Et on a beaucoup de mal à imaginer, d'après les experts, que les Houthis disposent d'un tel armement qui leur permettrait d'atteindre l'Est. Donc on est tout près de Daran, le nord-est de l'Arabie. C'est en tout cas tout à fait inhabituel par rapport aux portées de leurs équipements. Alors, donc il est probable que ce soit l'Iran qui soit la déclaration à laquelle vous faites allusion, Rebecca, c'est qu'effectivement, il s'agirait de matériel iranien. Il reste encore à prouver si, même si l'indice est très fortement confondant pour l'Iran, il n'en reste pas moins qu'on n'a pas encore de preuves pour l'instant. Ce qui est frappant, c'est l'ampleur des dégâts, parce que tout de même 5% de la production mondiale est affectée, c'est gigantesque. Deuxièmement, ce qui est frappant, c'est l'enchaînement. Et là, il faut être très précautionneux, parce que la façon dont Donald Trump s'exprime en disant « nous attendons que le royaume, sous-entendu le royaume d'Arabie Saoudite, nous fournisse davantage d'éléments pour intervenir et qui nous disent comment intervenir » est un langage proprement stupéfiant pour l'homme le plus puissant du monde. Les États-Unis se mettent en gros à la solde de l'Arabie dans cette affaire-là. Et ça paraît surprenant. Ah oui, ça a un impact considérable et ça intervient bien sûr, c'est ça qu'il faut rappeler à nos amis téléspectateurs, en pleine négociation très tendue entre l'Iran et les États-Unis. Négociation d'ailleurs n'est pas le mot juste puisqu'il n'y a pas de négociation officiellement, mais en plein bras de fer depuis que Trump, le 12 mai 2018, a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien signé par Obama en 2015. Analyse très poussée. Est-ce que vous la partagez, Frédéric Pons ? Alors, Christian a évidemment presque tout dit déjà. Sauf si vous n'êtes pas d'accord. Non, je partage son point de vue pour comprendre cette augmentation des prix à la pompe qui va nous toucher, nous, en France, mais en Europe et dans le reste du monde. Il faut bien comprendre que ce qui vient de se passer est très grave. Ça a été dit, 5% de la production mondiale est affectée, mais tout ça se situe dans à la fois une guerre diplomatique et une guerre ouverte. La guerre diplomatique, depuis des années, c'est celle qui oppose l'Arabie Saoudite et l'Amérique, d'une part, à l'Iran, d'autre part, sur le dossier du nucléaire. Donc là, c'est une guerre où tous les coups sont permis, sauf s'ils se voient. Et donc c'est une guerre de l'ombre, une guerre par communiqué, une guerre diplomatique et une guerre par groupe terroriste interposé. Et puis l'autre dossier ouvert qu'on ne connaît pas bien en France, mais qui est majeur, c'est la guerre terrible qui se passe en ce moment au Yémen, depuis 4-5 ans. L'Arabie Saoudite est engagée contre ces fameux rebelles houthis soutenus par l'Iran, et l'Arabie Saoudite a beaucoup de difficultés à venir à bout de cette rébellion houthi chiite au Yémen. Donc elle affame le pays. Et oui, et alors c'est une guerre barbare. Vous savez, l'Arabie Saoudite est un État barbare qui pratique une guerre barbare au Yémen. C'est une guerre sans image, hein. Je précise que les médias ont beaucoup de mal aussi à la couvrir. Bien sûr, c'est très difficile d'aller couvrir cette guerre. Mais on sait bien que l'Iran soutient ses amis houthis, chiites, comme l'Iran soutient le Hezbollah chiite au Liban. Et l'Iran a livré des armements sophistiqués à cette rébellion, mais pas seulement des armements. Il y a aussi des conseillers qui ne sont pas forcément iraniens, qui peuvent être aussi libanais, qui peuvent être chiites libanais, qui savent se servir de ces missiles, de ces drones. Et ce sont les mêmes missiles ou les mêmes drones qui menacent Israël aussi en ce moment, il faut le savoir. Et donc cette guerre diplomatique, cette guerre ouverte,
a produit cet effet majeur. Ce qui pose une question quand même sans sourire, quoique sur la vulnérabilité de l'Arabie saoudite et ses capacités de défense. L'Arabie saoudite dépense 50 milliards de dollars par an en matériel militaire, en budget militaire. C'est-à-dire beaucoup plus que la France. C'est plus que la France. L'Amérique, la France soutiennent militairement l'Arabie saoudite. Et là, des drones ont pu se balader pendant 1000 km et aller frapper un des sites industriels majeurs et stratégiques de l'Arabie saoudite. On peut se poser des questions sur la sécurité de ce pays et ses moyens de faire face au terrorisme. Ce que veulent démontrer les forces qui sont derrière cette frappe, c'est qu'à n'importe quel moment et dans n'importe quel point du territoire et sur n'importe quelle cible, l'Arabie saoudite est vulnérable et à genoux. C'est le message qui est transmis. C'est la raison pour laquelle, pour beaucoup d'experts, il est difficile d'imaginer que ce soit les simples rebelles Houthis du Yémen qui soient les auteurs de tout cela. Alors, peut-être, est-ce que ce missile a été tiré de cet endroit-là ou le drone? Car à l'heure où nous parlons, nous ne savons toujours pas si c'est un drone ou si c'est un missile. Peut-être qu'il est parti plutôt du nord. Alors là, c'est plus proche de la zone de l'installation pétrolière qui a été frappée. On désigne l'Irak qui, bien entendu, a nié. De toute façon, il est très difficile d'imaginer que l'Iran n'y est pour rien. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une attaque majeure qui fait des dégâts énormes, sans aucune victime. C'était important pour les agresseurs, que ce soit les Iraniens ou les rebelles Houthis, peu importe, parce que c'est une zone qui est peuplée essentiellement de chiites. Toutes les zones pétrolifères de l'Est de l'Arabie saoudite sont peuplées en majorité de chiites. Et on dit depuis des années que cette population chiite, qui est un peu une population de seconde zone, qui est un peu discriminée par la majorité sunnite saoudienne, cette population est un levier important pour l'Iran en cas de troubles majeurs. C'est-à-dire que cette population chiite est certainement déjà infiltrée par des agents iraniens et à tout moment, sans même avoir besoin de lancer des missiles ou de poser des bombes, dans un contexte de guerre ouverte, l'Iran pourrait activer ces réseaux dormants dans ces zones pétrolières, ce qui mettrait à terre l'économie de l'Arabie saoudite. Allez messieurs, on passe au deuxième thème de ce match des idées. C'est la Tunisie. Hier se tenait le premier tour de l'élection présidentielle. 2 candidats que l'on dit anti-système se sont qualifiés pour le second tour. Les islamistes arrivent 3e. Que faut-il en penser? Je vous pose la question dans un instant. On va d'abord faire réagir le sénateur Jean-Marie Bockel qui est aux côtés de Tam Tranui en salle des conférences. Et oui, effectivement, Jean-Marie Bockel, votre réaction à l'arrivée de ces 2 outsiders en tête de l'élection présidentielle tunisienne, certains parlent d'insurrection électorale. Écoutez, une insurrection électorale, c'est un score massif. Là, on s'insurge. Là, c'est une abstention massive. Alors, ça peut être une insurrection par abstention, peut-être, mais faisons attention. Évidemment, la situation, à certains égards, est préoccupante, mais elle n'est pas désespérée en ce sens qu'il y a tout de même, ce qui est quand même pas courant dans cette région, un processus électoral, comme il y en avait eu la dernière fois, de réélection. Donc déjà en soi, c'est un signe. Il y a une démocratie. C'est un signe, je ne dirais pas de bonne santé, mais de vitalité. Ensuite, il faut faire très attention à porter des jugements sur une démocratie qui se construit dans un monde compliqué, comme le débat que j'interromps quelques instants le montre, avec des enjeux géopolitiques, économiques, sociétaux, etc. En plus, la Tunisie, c'est pas n'importe quel pays par rapport à nous. Nous avons une longue histoire commune. Moi, je fais partie de ceux qui connaissent ce pays depuis longtemps, sont amis de la Tunisie. J'ai connu l'époque Bourguiba, j'ai connu l'époque Ben Ali. Bon, tout ce que nous pouvons dire est scruté. Oui. Qui sommes-nous pour être des donneurs de leçons? Et puis, bon, on va voir comment ça va se passer. Ce sera d'ailleurs un signal de voir si ce deuxième tour peut se dérouler dans des conditions normales. Ensuite, on dit parfois que la fonction fait l'homme. C'est déjà arrivé dans des démocraties. C'est déjà arrivé en Tunisie que certains présidents prennent la mesure de leur fonction, d'autres parfois un peu moins. Est-ce que tout de même ces profils vous inquiètent? Il y a l'hyper-conservateur contre l'égalité homme-femme dans l'héritage, contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre l'abolition de la peine de mort. Tout de même, ce profil, il est inquiétant, il arrive en tête. C'est un hyper-conservateur, il y en a d'autres.
hein, c'est le risque de la démocratie. Vous savez, est-ce que, je fais un peu d'introspection, est-ce que nous devons regarder ce processus en fonction de notre société, de l'état dans lequel elle est, avec d'ailleurs ses progrès et ses tensions, hein, ou est-ce que nous devons, non pas contextualiser, il y a des droits qui sont universels, mais admettre, hein, le risque de la démocratie. Donc moi j'essaie d'être quand même dans une position à la fois respectueuse d'un processus que les Tunisiens ont voulu, malgré tout, même s'il les déçoit, même s'il y a un fond de crise sociale, et un désaveu de la classe économique, un désaveu de la classe politique, mais aussi une élection au début avec 93 candidats, à la fin 28. Donc tout ça, c'est des choses qui, certainement, pour l'avenir, amèneront les Tunisiens à réfléchir à ce processus et à la manière de l'organiser. Mais enfin, maintenant, on est dedans, donc il faut aller jusqu'au deuxième tour. Il sera toujours temps, le moment venu, en tant que partenaire, de rappeler les principes, de éventuellement conditionner certaines aides, certaines coopérations au respect de règles universelles. Mais pour le moment, nous n'allons pas interférer dans un débat interne à la Tunisie. Le plus important, somme toute, quelle que soit la personnalité, le profil des candidats, c'est que ce processus puisse aller paisiblement à son terme, avec quand même des électeurs qui se déplacent. Oui, Jean-Marie Bockel, très respectueux du processus en cours. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à Jean-Marie Bockel d'avoir accepté de répondre au micro de Public Sénat. Je vous ai vu beaucoup réagir, Frédéric Pons, au propos de Jean-Marie Bockel. Oui, que je partage son point de vue, respectant les Tunisiens. Les Tunisiens ont voté, alors ils se sont beaucoup abstenus, mais l'abstention est aussi un signal démocratique. Alors, ils ont voté pour des candidats, on voit bien la campagne qui est en train de se développer, qu'une partie des médias occidentaux, notamment français, n'aiment pas, ne supportent pas pour un certain nombre de raisons. Ce sont des candidats qu'on pourrait qualifier de populistes, chacun avec ses qualités ou ses défauts, mais c'est le peuple qui se porte vers eux, comme on a la même chose en Europe de l'Est, des candidats élus déplaisent à une partie de notre intelligentsia, mais c'est la démocratie, c'est le jeu de la démocratie, Jean-Marie Bockel l'a rappelé. Ce qui n'empêche pas certaines inquiétudes des observateurs étrangers. Bien sûr, mais encore une fois, des inquiétudes au nom de quoi? Si les Tunisiens se reconnaissent dans ces deux candidats placés en tête, après il y aura un vainqueur, respectons ce vote des électeurs tunisiens qui aussi ont manifesté leur rejet de la corruption et du vieux système. C'est pas le système Ben Ali qu'ils ont rejeté, c'est ce système qui s'est mis en place depuis 2011 à la faveur de la chute du régime de Ben Ali, 2011-2019. Tous les partis qui ont exercé le pouvoir n'ont pas été à la hauteur. Et c'est ce que disent les Tunisiens en ce moment. La corruption, la privation d'un certain nombre de libertés, la régression sociale et économique, tout ça vient d'être sanctionné dans les urnes. Et ces deux candidats, laissons-les faire leur chemin en les respectant. Christian Macarian, vous partagez cette opinion? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. J'ajouterais juste une chose, c'est qu'il y a quand même deux éléments intéressants dans ces deux candidatures qui, peu ou prou, sont à 13 ou 14% l'un et l'autre. C'est-à-dire, c'est pas extrêmement impressionnant non plus. Ils sont en tête, mais avec un très faible score. On parle de deux candidats, je vais juste les citer, parce que je crois qu'on ne les a pas encore cités. Kaïs Sayed et Nabil Karoui. Alors, Kaïs Sayed est juriste et Nabil Karoui est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, notamment, qui a pas mal réussi dans les médias tunisiens. Un homme d'affaires emprisonné. Un homme d'affaires qui, d'ailleurs, fait campagne en prison. Je le précise, parce qu'on était noté oui, pour une histoire de corruption qui le poursuit, etc., et qui n'est pas forcément très clair. Mais c'est ça qui est intéressant de constater, c'est que vous avez un juriste qui est ultra conservateur, parce que ça n'est pas possible autrement, d'où les accusations portées contre ce juriste Kaïs Sayed, d'être en fait une taupe du mouvement islamiste Ennahda et de développer une thématique salafiste, ce qui n'est pas faux. Faux, oui. Et de l'autre côté, vous avez un homme d'affaires qui a fait pas mal de business sous Ben Ali. Donc qui représente une sorte de nostalgie de l'époque où, en gros, il n'y avait aucune liberté, mais il y avait peut-être un peu plus d'aisance matérielle pour certaines catégories sociales. Sûrement pas pour les plus défavorisés, sans quoi il n'y aurait pas eu le printemps arabe. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment ce pays qui est à l'origine du printemps arabe, au mois de décembre 2011, un jeune homme marchand de fruits s'immole par le feu. C'est le symbole le plus fort de la détresse du malheur arabe.
si j'ose dire. Couvert par le journaliste français Christophe Fayad, d'ailleurs. Tout à fait. Comment ce pays, parvient aujourd'hui, en 2019, presque 2020, à une sorte d'impasse, et qu'il cherche encore, sans renier ses volontés démocratiques, à trouver un modèle. Et de ce point de vue-là, je pense que Jean-Marie Bockel a tout à fait raison. Nous ne sommes rien ni personne pour donner des leçons à la Tunisie, mais il faut laisser ce pays élaborer son propre système démocratique, et il faut certainement l'aider au plan économique. Parce que, de mon point de vue, encore une fois, très humblement, la percée d'un homme d'affaires est quelque chose qui est intéressant. C'est pas seulement parce qu'il est populiste, c'est parce qu'il y a un énorme problème socio-économique absolument pas résolu par les discours politiques, les strates politiques, les hommes politiques du système précédent, que ce soit Ben Ali ou que ce soit le système démocratique qui lui a succédé. Il y a une détresse économique, et je vois ces résultats non pas comme l'expression de ceci ou de cela, du conservatisme ou de la corruption, mais tout simplement comme l'expression d'une détresse qui perdure. Et de ce point de vue-là, il faut aider la Tunisie à trouver une solution politique. Et une voie. Quand on regarde leur programme, ce que j'ai fait, notamment les deux candidats arrivés en tête, on voit bien qu'ils représentent chacun les deux aspirations majeures d'une partie de l'électorat tunisien. Cette partie qui s'est déplacée pour aller voter. L'un est conservateur. Alors, est-il un sous-marin ou pas des frères musulmans? Bon. Et il est conservateur, c'est-à-dire qu'il a fait campagne modestement sur des valeurs sociétales conservatrices. Le refus du mariage homosexuel, de la propagande homosexuelle, ça touche les Tunisiens. Parce que ce sont le refus de ces valeurs qui, chez nous, sont aujourd'hui admises. Ça fait partie de l'identité tunisienne, à la fois tunisienne et musulmane. C'est important. Retour à des valeurs conservatrices. Après les quelques années, les 8-9 ans là, qui viennent de s'écouler, où en Tunisie, on a vu à peu près n'importe quoi dans ce domaine. Donc, retour à des valeurs conservatrices, à l'ordre naturel des choses, comme disent un certain nombre de candidats en Tunisie. Et l'autre, celui qui est en prison, lui, c'est un peu le golden boy, c'est l'affairiste. Il a fait, lui, une campagne beaucoup plus extravertie, en promettant du pain, du travail, et de la fierté par le travail aux Tunisiens. Et donc, d'un côté, il faudra analyser la sociologie de l'électorat de ces deux candidats, c'est pas encore fait, mais d'un côté, des gens veulent un peu plus de retour aux valeurs essentielles, aux valeurs conservatrices de la société, et de l'autre, ils veulent aussi du travail. Et c'est pour ça que les vieux candidats ont été balayés. Et c'est comme ça qu'on retrouve à peu près la même chose en Europe de l'Est, l'alliance entre le libéralisme qui va donner du travail en priorité aux gens du pays et les valeurs conservatrices. Et il nous reste quelques minutes, messieurs, pour le troisième thème de ce match des idées sur les questions internationales. Vous l'avez compris, qui nous emmène en Israël, où Benyamin Netanyahou joue sa survie politique. Nouvelles élections législatives demain, et le Premier ministre israélien a fondé une grande partie de sa campagne sur un discours sécuritaire. Hier, à 2 jours du scrutin, il a annoncé la légalisation d'une colonie Cisjordanie. Écoutez. Le gouvernement décidera aujourd'hui de lancer le processus de légalisation de la colonie Mevot Jéricho dans la vallée du Jourdain. L'approbation finale sera bien sûr donnée avec la formation du prochain gouvernement. Christian Macarian, certains observateurs en Israël disent que Netanyahou n'a jamais mené une campagne aussi agressive, aussi offensive. Est-ce que vous aussi, vous diriez qu'un nouveau cap a été franchi ? Alors, oui, mais il faut bien voir qu'il y a une forme de consensus sur cette question de la Cisjordanie telle que la manipule Netanyahou. Autrement dit, le fait qu'il manipule la Cisjordanie en étant allé jusqu'à invoquer l'annexion de toute la zone du Jourdain, c'est quelque chose qui met d'accord une grande partie de ses concurrents aussi, car il y a un problème sécuritaire. Et ce n'est pas l'attentat dont on a parlé tout à l'heure contre la centrale, contre les sites de production, le terminal pétrolier saoudien, qui va lui donner tort. Il y a une sorte de
Quand vous dites consensus, c'est au sein de la classe politique ou au sein de l'opinion israélienne? Non, au sein de la classe politique, au sein de l'opinion israélienne, c'est sûr et certain, puisque Israël est au contact avec une zone de tension extrême au sud Liban avec le Hezbollah. Donc il fait le bon calcul politique pour gagner des élections. Il fait un calcul politicien, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais il ne faut pas s'imaginer que derrière ce calcul politicien, il n'y a pas une question stratégique tout à fait majeure. La population israélienne, quel que soit son appartenance politique exactement, est tout à fait inquiète, voire angoissée par la sécurité d'Israël dans cette zone, il faut bien le reconnaître, qui est devenue extrêmement périlleuse. Et la question centrale, c'est un mot qui tient en 4 lettres, c'est Iran. Encore une fois, la question de l'Iran est derrière toutes les préoccupations de Netanyahou. Quand Netanyahou est allé faire une tournée en Europe pour voir Boris Johnson, qu'il a téléphoné à Emmanuel Macron pour lui dire « ce n'est pas le moment d'entamer des négociations avec l'Iran, au contraire, c'est le moment de durcir le ton », il fait également pression sur Donald Trump afin que Donald Trump ne rencontre pas Hassan Rouhani comme ça a été vaguement évoqué, mais tout ça peut être remis en cause complètement par la destruction du central pétrolier dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a derrière le discours Netanyahou incontestablement de l'habileté manœuvrière, mais à mon avis, il y a aussi des fondamentaux qui ne bougeront pas et qui renvoient à l'insécurité dont Israël souffre et qui, quelque part, est assez légitime. La région est devenue véritablement totalement explosive. Frédéric Tons. Vous savez, le meilleur agent électoral de Netanyahou, on le sait, là, depuis samedi, c'est l'Iran. Avec cette recrudescence de la tension dans le Golfe, l'Iran et ses alliés Houthis au Yémen, l'Iran et ses alliés Hezbollah chiites au Liban, à la frontière d'Israël, fait d'une certaine façon le jeu de Netanyahou. Et alors c'est vrai que Netanyahou, par cette déclaration sur la Cisjordanie très circonstancielle, très politicienne, vu comme une va marquer des points clairement. Mais là, cet environnement très insécurisé pour Israël va probablement mobiliser soit des abstentionnistes qui en avaient peut-être assez de lui, de Netanyahou, soit faire basculer des gens qui hésitaient peut-être avec le vote blanc-bleu, c'est-à-dire de l'autre coalition anti-Netanyahou. Cette coalition menée par, il y a 3 anciens chefs d'état-major de l'armée israélienne, ce qui pouvait rassurer une partie de l'électorat patriote ou nationaliste. Eh bien, les sondages vont le montrer, même si c'est un peu tard là pour demain, mais une partie de cet électorat va probablement décider finalement de rejoindre Netanyahou parce que les Israéliens sont très pragmatiques. Ils ont une formule qui dit il faut boire le jus quand il est dans le shaker. Il ne faut pas attendre que le jus coule, il faut le boire tout de suite. Et c'est du pragmatisme. Il faut saisir les occasions quand elles se présentent. L'occasion de renforcer la sécurité d'Israël dans ce contexte difficile, c'est Netanyahou qui l'incarne, même s'il est un peu usé sur certains points. Et puis un dernier élément qui peut faire basculer ou affaiblir le camp opposé à Netanyahou, c'est le vote des Arabes israéliens. Oui. Et ça, c'est majeur parce que les Arabes israéliens représentent, compte tenu de la participation, à peu près 10-11 députés. Oui. Si les Arabes israéliens votaient tous, en majorité au lieu de s'abstenir, ils auraient 18 députés. Les Israéliens le savent maintenant. Ils ont bien vu que la démographie avait évolué ces derniers temps en faveur des Arabes israéliens. Et ils se disent, on ne peut pas faire dépendre la politique d'Israël, l'avenir d'Israël, du renfort de 10, 12, 18 députés arabes israéliens. Or, c'est ce qui est en train de faire Benny Gantz, le patron de la coalition opposée à Netanyahou. Il veut une majorité avec les 10, 12 députés arabes israéliens. Et beaucoup d'Israéliens sont en train de se dire, on risque d'avoir une majorité avec Benny Gantz contre Netanyahou, mais qui serait forte par la présence des Arabes israéliens. Comment accepter ça quand on est israélien, juif israélien ? Et donc là encore, c'est un facteur qui peut contribuer à affaiblir l'opposition à Netanyahou et à renforcer et de coup à le renforcer. En une minute. En une minute, un dernier mot. On a beaucoup parlé du rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël à l'échelle géopolitique de la région. Et effectivement, le fait qu'aujourd'hui l'Arabie saoudite soit frappée en plein cœur, que les États-Unis soient pris par surprise
et qu'il y ait une sorte d'affolement autour de cette attaque majeure du site pétrolier, eh bien, ça renvoie également à l'insécurité d'Israël, et ça peut peser sur le résultat de l'élection, alors que Netanyahou avait quand même peu de chances. Oui, les sondages ne lui étaient pas spécialement favorables. Peu de chances dans les sondages. On est maintenant dans une incertitude qui était déjà totale. Cette fois, elle est absolue. Merci, en tout cas, on suivra ça évidemment avec vous. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce premier match des idées d'Allons plus loin. Allons plus loin encore sur Public Sénat. C'est le moment de notre grand débat. On va prendre le temps de vous expliquer les enjeux du débat sur les pesticides. Quelle distance faut-il entre les habitations et les champs traités? L'exécutif s'oppose à certains élus et pas que des écologistes. Certains veulent en finir avec les insecticides et ou les herbicides. C'est le cas du Val-de-Marne où s'est rendue Flora Sauvage. Reportage. Bienvenue dans le Val-de-Marne, le premier département à bannir l'utilisation du glyphosate au nom du principe de précaution. Pierre Durchon est l'un des derniers céréaliers de ce département, grignoté par l'urbanisation. Il cultive du blé, de l'orge, du colza, mais aussi de la betterave sucrière. Je pense que c'est un effet d'annonce. Aujourd'hui, c'est très tendance de la culture bio. Il faudrait peut-être réfléchir un petit peu. Fils et petit-fils d'agriculteurs, Pierre Durchon utilise du glyphosate depuis plus de 30 ans. Depuis 3-4 ans, je traite plutôt la nuit à côté des habitations ou très tôt le matin. Je prends des produits autorisés, je les achète en France. Si demain on nous interdit d'utiliser des produits phyto, à ce moment-là, on va arrêter de cultiver. Face à la presse, les militants pour l'environnement mettent en avant le principe de précaution et dénoncent les carences de l'État. Moi, je suis députée européenne. Il y a une directive qui, depuis 2009, oblige tous les États à protéger les riverains, notamment ce qu'on appelle les populations vulnérables, parce que dans les riverains, il y a des femmes enceintes, des enfants, etc. Or, rien n'a été fait par le gouvernement français. Donc, l'initiative des maires, il faudrait qu'il y ait 36 000 maires qui fassent ces arrêtés. À ce jour, une cinquantaine de maires ont pris des arrêtés pour bannir l'usage de produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des habitations. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Joël Labbé, bonsoir. Vous êtes sénateur écologiste du Morbihan. Vous êtes rattaché au groupe Rassemblement démocratique et social européen du Sénat. Bienvenue à vous. Nous attendons Emmanuel Ducrot, nous attendons Daniel Cueff. Ils vont arriver dans un instant, mais je vous présente Guillaume Cabot. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes agriculteur en Seine-Maritime, membre des Jeunes Agriculteurs et co-responsable du dossier environnement. On va commencer ce débat avec vous deux, donc, en attendant les deux autres intervenants. D'abord, cette question de la distance, Joël Labbé, entre les habitations et les champs traités aux pesticides. On a l'exemple de Daniel Cueff qui va nous rejoindre dans un instant, qui avait décidé de l'établir à 150 mètres. Est-ce que vous, ça vous paraissait la bonne distance? Est-ce que le débat vous semble pertinent ou 150 mètres, c'est un peu exagéré? D'abord, il y a la question de la distance ou pas, parce que dans le cadre de la loi agriculture-alimentation, dans le cadre de plusieurs amendements, on avait tenté de mettre une distance. Donc cette question de la distance, c'était fondamental. Elle est de toute façon fondamentale, parce que la question de l'impact des pesticides sur la santé et sur la biodiversité s'est avérée. Et donc, il y a nécessité de se protéger, de se préserver. Alors, distance ou pas, alors il y a certaines molécules qui dépassent le kilomètre, voire les dizaines de kilomètres pour certaines. Je pense au prosulfocarbe, qui est un herbicide que l'on retrouve à des kilomètres de l'endroit où il a été épandu, par exemple. Et on accueille Emmanuel Ducrot. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions agricoles. Je vais d'abord me tourner vers vous, Guillaume Cabot. Quand vous entendez le sénateur écologiste Joël Labbé nous dire cette question de la distance, elle est fondamentale parce que la santé des riverains, la santé des habitants en dépend. Comment ça vous fait réagir? Qu'est-ce que vous répondez, vous, aux jeunes agriculteurs? Alors, moi, premièrement, la question de la protection de la santé des habitants et de la santé de la population, personnellement, en tant qu'agriculteur, je suis soucieux à mes pratiques. Vous y êtes sensible. Voilà, j'y suis sensible et j'y suis soucieux quotidiennement sur mon exploitation. Bien sûr. Aujourd'hui, on entend parler de zones de non-traitement. Il y a eu le maire de Langouette qui a fait son premier arrêté auquel on en a entendu parler. Ici présent, qui vient de nous rejoindre, Daniel Cueff. Auquel on viendra vers vous dans un instant. On a entendu parler. Voilà. Nous, aujourd'hui, en tant que responsable syndical, mais aussi avec mes autres collègues, on est en train de travailler sur une charte riverain. Oui. Voilà. C'est-à-dire vous aussi, vous allez travailler sur cette histoire de distance entre les champs traités aux pesticides et les habitations? On va englober
quelques distances, mais par contre, l'idée, c'est de travailler sur une charte, mais d'un point de vue beaucoup plus global, sur l'ensemble de nos pratiques agricoles, de façon à expliquer... Donc vous faites un geste, vous faites un pas... On fait un pas en avant, donc en fait, on travaille avec les responsables syndicaux, on travaille avec la Chambre d'agriculture, avec les services de l'État, avec l'association des maires. Donc là, c'est un travail qui se fait au préalable, donc on a commencé... par exemple sur mon département la semaine dernière, et qui va se dérouler jusqu'à la fin de l'année. Donc tout ça en concertation avec tout le monde, de façon à expliquer au préfet les bonnes pratiques des agriculteurs sur le terrain, de façon à éviter des distances entre guillemets de non-traitement sur 5, 10 ou voire 150 mètres pour les cas suivants. Parce que je me mets à la place du téléspectateur qui entend depuis Emmanuel Ducrot depuis cet été tout un tas de distances, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 150 mètres. Est-ce que cette question pour vous est fondamentale? Est-ce qu'elle a un sens? En tout cas, c'est vraiment devenu un débat. Cette question n'a pas de sens dans la mesure où on considère que les pesticides, c'est un tout. C'est vraiment quelque chose qu'on doit estimer au cas par cas, produit par produit, usage par usage, j'allais dire terroir par terroir, jour de météo par jour de météo. Donc il ne faut pas de règles, vous voulez dire Je ne dis pas qu'il ne faut pas de règles, je dis qu'il faut des règles qui soient concertées, qui soient discutées pour chaque usage. Si vous êtes dans la Beauce avec des grands espaces et sans haies, ça n'est pas la même chose que si vous traitez des pommes dans un massif alpin. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. Et donc, il est vraiment nécessaire d'avoir ces discussions. J'allais dire, il faut faire de la dentelle. Et c'est aussi pour ça que cette question des chartes qui sont négociées avec les riverains, qui était une des exigences des États généraux de l'alimentation, sont très intéressantes parce qu'elles permettent plusieurs choses. D'abord, de respecter chaque usage, chaque produit. Ça dissipe un peu quand même la peur et le climat de tension qui existe entre les agriculteurs et les riverains. Ça permet d'expliquer les pratiques aussi. Et ça permet aussi de dire à tout le monde, on peut être de bonne foi sur cette question-là. C'est-à-dire, on peut être agriculteur et admettre qu'on ne va pas traiter un champ en plein après-midi, un mercredi, parce qu'il y a potentiellement des enfants. On peut faire ça le matin au lever du soleil, histoire que tout soit retombé. On peut faire ça à la tombée de la nuit. Il y a des agriculteurs qui le font très volontiers. Tout ça... Donc, pas de règle nationale, pas de règle établie. Et si on peut recommencer à instaurer du discours et à expliquer aussi, parce que c'est aussi ça quand on est agriculteur, expliquer pourquoi on fait les choses. On ne les fait pas par plaisir, on ne met pas des pesticides sur les champs pour par empoisonner les gens. Non, il y a une raison. Alors, Daniel Cueuf, vous avez établi une règle. Vous êtes le maire sans étiquette de Langouette en Ille-et-Vilaine qui a beaucoup fait parler puisque vous avez pris un arrêté interdisant l'usage des pesticides à moins de 150 mètres des habitations de votre commune. Un arrêté qui a été suspendu par la justice. Quand vous entendez Emmanuel Ducrot qui vous dit non, ça n'a pas de sens, il faut faire du cas par cas, il faut faire de la dentelle. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, c'est ce qui nous est amené aujourd'hui sur la table, c'est les chartes de bon voisinage qui, en fait, ne sont que la mise en pratique de ce qui se trouve inscrit sur les bidons de pesticides et les bidons de glyphosate. Vous savez, là où il y a une tête de mort, toujours avec des tibias, etc. Attention danger. Et on dit, bon, il faut créer des dispositifs anti-dérives. Alors, qu'est-ce que c'est des dispositifs anti-dérives selon la profession agricole, bien sûr? C'est faire attention quand même quand on met les gouttelettes de pesticides dans les épandages, de telle manière que ça n'aille pas quand même trop chez le voisin qui est là, que ça n'aille pas trop sur les enfants qui sont en train de jouer dans la cour de récréation. Donc c'est des procédés, si vous voulez, de précaution au moment où on épand les pesticides. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ces pesticides eux-mêmes se volatilisent peu à peu et que même sur certains produits, on voit qu'il est interdit, qu'il est demandé à l'agriculteur de ne pas retourner dans son champ, des fois à plusieurs jours après l'épandage. Donc il y a un risque parce que les gens ne peuvent pas retourner, l'agriculteur peut-être retourner dans sa maison, mais les gens, les riverains, les gens qui habitent la commune, eux, ils restent là. Mais est-ce que la distance des 150 mètres est pertinente? Je voudrais juste vous montrer un exemple de ce que font nos voisins européens, puisque certains de nos voisins européens ont déjà établi une distance entre ces champs et les habitations. Depuis 5 ans, la Slovénie instaure des distances de sécurité allant de 2,50 m à 20 mètres pour de plus petites cultures. En Wallonie, il est interdit de pulvériser des pesticides à moins de 50 mètres des cours de récréation, des internats, des crèches, des écoles, lorsqu'elles sont fréquentées. En Allemagne, pas de pulvérisation à moins de 2 mètres des zones habitées. Pour les cultures basses et 5 mètres pour des cultures hautes. Alors il y a au Danemark quand même effectivement une expérimentation est réalisée en ce moment et jusqu'en 2021 sur un périmètre de 250 mètres autour des résidences. Joël Labbé, que vous inspirent ces initiatives européennes? Est-ce que nous, quand on parle de 150 mètres, est-ce que c'est pas trop? D'abord, la première réponse, c'est que le doute maintenant, c'est plus du doute, c'est de la certitude. Je suis venu avec un rapport de l'INSERM qui date de juillet 2013. 1101 pages sur la question des pesticides, des différentes molécules et de la santé. C'est édifiant que de le lire
en termes d'impact sur la santé humaine. Si on ne parle que de santé humaine, il y a l'ensemble de la biodiversité, tout le monde le sait. Et ça, parce qu'on nous dit cessez l'obscurantisme, faites confiance à la science. Alors, une des questions que l'on peut se poser, est-ce que la médecine est une science ? Est-ce que les experts de l'IPBES qui ont travaillé sur la biodiversité sont des scientifiques? La réponse, c'est oui. Et la question, alors qu'un élu local comme Daniel Koeuf prenne ses responsabilités et ses risques, que moi-même, en tant qu'élu national, je fais des propositions de loi et je défends des arrêtés, ce n'est pas pour le plaisir d'embêter qui que ce soit, c'est véritablement par rapport à la santé humaine avant tout, mais aussi la biodiversité. Mais vous parlez de ça, mais l'ANSES recommande une marge d'au moins 3 à 10 mètres. On n'est pas dans les 150 mètres. Non, alors, c'est par rapport à certains produits. À l'ANSES, ils disent eux-mêmes leur incompétence par rapport à l'ensemble. Parce que la question de la volatilité a été évoquée. D'une part, la question de l'effet cocktail, qui est aussi indéniable. L'effet cocktail. L'effet cocktail. Le cocktail fait entre différentes molécules que l'on ingère. Et là, on ne maîtrise rien du tout là-dessus. On n'a pas de recul. Sauf le recul que l'on a. Ce sont les études épidémiologiques qui démontrent que ce soit les cancers, les maladies Parkinson et les maladies neurodégénératives, autant de sujets qui font que nous, élus responsables, on doit prendre nos responsabilités. Alors, je vais vous faire réagir dans un instant. On va alimenter ce débat avec une autre réaction, c'est celle du sénateur communiste Pierre Ouzoulias, qui est au micro de Tam Tranui, toujours en salle des conférences. Effectivement, Rebecca, Pierre Ouzoulias, qui écoute attentivement le débat et vous acquiescez à ce que dit Joël Labbé. Vous êtes donc d'accord avec toutes ces municipalités qui veulent qu'on cesse de répandre des pesticides aux alentours de leurs habitations? Oui, et dans les Hauts-de-Seine, plusieurs villes, dont celle de Sceaux, a pris des arrêtés. Moi, ce que je veux dire en préambule, c'est qu'il faut enfin reconnaître qu'il y a un problème sanitaire. Voilà. Et que c'est des produits qui ne sont pas neutres, et que c'est un problème sanitaire à la fois et d'abord pour les agriculteurs qui meurent aujourd'hui, des produits qu'ils ont utilisés, et puis ensuite pour les populations riveraines. Pierre Ouzoulias, vous qui aviez travaillé sur un rapport parlementaire sur le sujet, qui avait fait couler beaucoup d'encre, notamment sur les pesticides, mais aussi sur les agences qui évaluent les risques de ces pesticides, est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui, ces risques ils sont correctement évalués? Non. Les agences européennes nous l'ont dit, elles n'ont pas assez de moyens pour mener aujourd'hui des enquêtes contradictoires. Elles sont obligées de se satisfaire des données qui sont transmises par les firmes qui produisent elles-mêmes les produits. Donc vous n'avez pas d'analyse contradictoire. Il n'y a pas d'analyse contradictoire. Il faut, par exemple, le budget de l'ENSA, qui est l'organisme européen, c'est 80 millions, dont 40 millions pour la masse salariale. Avec ça, on ne peut pas mener des enquêtes épidémiologiques, toxicologiques. Il faut absolument changer tout ce système-là. Mais aujourd'hui, par rapport à ces agences, l'Europe se satisfait de ce bas niveau de protection. C'est ça le problème. D'ailleurs, dans votre rapport, vous insistez sur l'importance de correctement financer la recherche publique. On peut aussi craindre l'impact de lobby pour vous dans la recherche aujourd'hui. Bien sûr, c'est évident. On connaît les Monsanto Papers, c'est une évidence. Ce dont on a besoin, c'est une évaluation scientifique indépendante et rattachée à l'État et qui ne soit pas tributaire des données transmises par les grands groupes phytosanitaires. Si on prend le cas du glyphosate, que disent les agences sanitaires? Elles ne sont pas toutes d'accord ou le sont-elles? Non, elles ne sont pas toutes d'accord, essentiellement parce qu'elles ne travaillent pas sur les mêmes données. Et on l'a vu, par exemple, le CIRC, l'organisme américain, travaille beaucoup sur les données épidémiologiques, c'est-à-dire sur les résultats après, ce que ne font pas du tout les agences sanitaires qui travaillent plutôt sur l'évaluation des molécules elles-mêmes. Et comme l'a dit très, très justement Joël Labbé, l'effet cocktail, par exemple, n'est jamais évalué par les agences sanitaires. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Ouzoulias, pour votre éclairage dans ce débat. Merci beaucoup, Tam, et merci à votre invité. Et moi, je vois Emmanuel Ducrot bondir sur ce plateau en réaction aux propos de Pierre Ouzoulias. Alors, je vous en prie, vous avez la parole. Alors, je veux d'abord dire que les agences de santé, les agences sanitaires sont toutes d'accord sur le glyphosate. Le CIRC n'est pas une agence sanitaire, le CIRC est une agence d'évaluation du risque, ce qui n'est pas du tout la même chose que la notion de danger d'usage. Ce sont deux choses différentes. Il y a 11 agences sanitaires dans le monde, le CIRC n'en est pas une. Ces 11 agences sont unanimes. Le glyphosate utilisé correctement ne présente pas de risque cancérogène. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il n'y a pas de tête de mort sur le bidon de glyphosate.
Ça n'est pas vrai. Je tiens aussi à dire, on a parlé des agriculteurs qui meurent de ces pesticides. On a du recul là-dessus. On a une énorme cohorte en France qui a étudié la santé des agriculteurs et de salariés agricoles qui sont dans les coopératives et qui servent de groupe témoin. On a étudié la santé de 150 000 personnes grâce à cette cohorte. Les agriculteurs meurent moins de cancer que les autres groupes de population. Vous allez en effet à contre-courant de tout ce qu'on entend depuis des mois. Oui, et alors il y a aussi une autre chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est sur l'indépendance des agences sanitaires. L'ANSES est une agence indépendante, l'ANSES n'est pas laxiste, l'ANSES exige des producteurs de produits phytosanitaires qu'elles répondent à des cahiers des charges quand elles donnent leurs données. Et l'ANSES a retiré 260 produits du marché depuis le début de l'année 2019. Elle en a autorisé dans le même temps 21. Ça veut dire que ce sont des agences qui ne sont pas laxistes et qui ne sont pas cool. Donc vous nous dites que tout va bien dans le meilleur des mondes et chacun fait son job. Je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je dis que c'est un travail qui se perpétue chaque jour. Je dis que quand il y a des alertes, l'ANSES s'en saisit. Faire croire aux gens que les agences de santé ne se soucient pas de leur santé et font exactement ce que les lobbies phytosanitaires leur demandent de faire est faux. Joël Labbé ? Il ne faut pas tomber dans la caricature. Par contre, on sait que les agences, notamment l'ANSES, n'a pas les moyens de véritablement faire son travail. Et dès l'instant que ce sont les firmes qui mènent les études préalables, on se rend compte qu'il n'y a pas d'objectivité dans l'affaire. On aurait besoin véritablement d'organes publics pour faire les essais. Pourquoi l'ANSES, chaque année, interdit des molécules qui sont en circulation? C'est parce qu'au fil du temps, lorsqu'il y a alerte, alors il y a souvent des alertes, lorsqu'il y a alerte, ben ça y est, cette molécule elle est mauvaise, il faut absolument qu'on l'enlève. Est-ce qu'il faut attendre véritablement qu'il y ait des problèmes de santé pour les interdire? On le sait maintenant qu'il y a des molécules extrêmement dangereuses. Vous allez dire que le glyphosate n'a aucun effet absolument bon. Alors, cancérogène probable, on peut continuer, il y a eu un procès aux États-Unis d'une part, mais de toute façon, un herbicide aussi radical que le glyphosate qui grille absolument tout ce qui passe dessous. On ne va pas dire que c'est sans impact. Alors maintenant, sur le côté scientifique, on peut avancer et on va avancer encore. De toute façon, le glyphosate, ses jours sont pliés. Il faut se préparer à sortir du glyphosate parce que maintenant, l'État français, mais comme l'Europe, ne pourra pas continuer. Guillaume Cabot. Alors, ça suscite quand même des questions. Nous, aujourd'hui, en tant qu'agriculteurs, on est quand même agriculteurs responsables. Aujourd'hui, on utilise les produits phytosanitaires. Il faut savoir qu'on est tous titulaires d'un certificat. On a tous fait une formation pour utiliser les produits phytosanitaires. D'accord. Formation par quoi? Par rapport aux doses à utiliser, par rapport aux doses utilisées, par rapport à la préparation de la bouillie qu'on va épandre, par rapport aux conditions d'emploi. Si on a un doute, on a un technicien de la Chambre d'agriculture ou d'une coopérative ou un technicien indépendant qui va nous dire je ferai plutôt ça et à telle dose justement pour minimiser l'impact. Pour qu'on ait vraiment la chose la plus pertinente sur notre culture. Après, on a des outils qui sont performants. On a des buses anti-dérive qui permettent de pulvériser à 10 cm près d'une bordure, sans éviter un brouillard. Aujourd'hui, on est tous responsables, on est performants. On fait confiance à l'ANSES, il y a des autorisations de mise sur le marché, on fait attention. Généralement, quand on voit la dose homologuée sur un produit, je vais prendre par exemple le glyphosate, la dose homologuée est peut-être de 6 litres à l'hectare. Sur mon exploitation, dès que je peux en utiliser qu'un seul litre à l'hectare, je le fais personnellement. Je ne vais pas m'amuser à surdoser, parce que d'une, c'est un surcoût, et de deux, par bonne conscience, je vais bien l'utiliser. C'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'on sort un peu de cette guerre entre le citoyen, l'habitant et l'agriculteur. Parce qu'il faut le dire, les agriculteurs sont quand même souvent visés ces derniers mois, notamment pour leurs pratiques. Oui, pardon. Alors, on est visés, et mettez-vous à la place de tous les agriculteurs français qui, aujourd'hui, chaque jour, les médias reparlent des pesticides, etc., sur Twitter, sur Facebook, etc. Comme s'il y avait les méchants agriculteurs d'un côté. Mettez-vous à la place des agriculteurs qui, tous les matins, se disent « qu'est-ce qui va me retomber sur la tête ?» Clairement, psychologiquement, c'est dur. Alors, on parle du suicide des agriculteurs, etc., mais il y a un moment donné, il va falloir bien trancher. Daniel, le suicide, c'est pas la cause majeure sur le suicide des agriculteurs. Non, mais mais c'est une chose en plus qui peut se rajouter. Voilà. Daniel Cueff. Oui, moi je suis maire d'une commune, donc je sais très bien les images qu'il y a derrière, je les vois, je les sens, je dirais même autour de chez moi. Et donc je suis en situation de penser quand même que le glyphosate, c'est pas une vitamine.
C'est pas une vitamine, ça sert pas à grand-chose à l'organisme humain, et pourtant on en retrouve en très grande quantité. Donc il y a une atteinte à la liberté des gens. Les gens respirent malgré eux du glyphosate et autres pesticides de synthèse. C'est absolument intolérable. Donc après, les agriculteurs. Moi, je n'ai jamais, si vous voulez, je n'ai jamais attaqué les agriculteurs, surtout pas. Nous voulons des coquelicots dans notre commune, mais surtout des paysans. Donc, je les connais tous, je les ai connus tout petits. Donc, voilà, seulement, il se passe un problème, si vous voulez, c'est que certains agriculteurs font une conversion bio, etc., et réussissent très bien dans la commune. D'autres, toujours à la faveur de la reprise de leurs parents, achètent de nouvelles terres, prolongent l'agriculture chimique. Et je vais les voir, je leur dis, vous savez, vous vous approchez là beaucoup des hameaux, vous approchez un peu trop des hameaux, c'est trop près de l'école, tout ça, ça va pas. Et ils me disent, écoute Daniel, j'ai été, on a fait les investissements, je dois amortir ces investissements, je dois avoir plus de volume, etc., etc. Donc on a mis les gens dans cette situation. On a mis les gens dans cette situation. Je ne comprends pas aujourd'hui que des banques puissent encore prêter à des agriculteurs de nouvelles techniques de pulvérisation en sachant qu'il y a un doute sur ces mêmes pulvérisations. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le cercle vicieux. Emmanuel Ducrot. Je voudrais tordre le cou à une idée sur ce plateau, le fait qu'il existe une agriculture chimique et des pesticides qui seraient naturels. C'est faux. Un quart des volumes de pesticides en France sont labellisés bio. Ce sont des pesticides qui, dans leur grande majorité, sont à base de cuivre et à base de soufre. Sur ces pesticides-là, ils ont sauvé leur peau aux dernières homologations de l'EFSA parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ils sont réputés dangereux pour la santé humaine. Ils tuent les sols. Vous voulez dire que même les produits qu'utilisent les agriculteurs du bio sont mauvais? Je dis que ces produits-là sont plus certainement nocifs que le glyphosate à la santé humaine et à la santé du sol. Le cuivre est un métal lourd qui reste dans le sol, qui y reste durablement et qui tue la possibilité de faire revivre les sols après. Le cuivre est un vrai problème de santé publique. Pour le coup, vraiment un problème de santé publique. Guillaume Cabot ? Je confirme, voilà. Et après, on parlait d'agriculture biologique et d'agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, il y a 90% des agriculteurs qui déjà font de l'agriculture raisonnée sur leur exploitation. Aujourd'hui, moi, en tant que responsable syndical, on n'est pas là pour opposer les types d'agriculture. Moi, je respecte le choix d'un voisin qui fait de l'agriculture biologique et il respecte mon choix de faire de l'agriculture raisonnée. Mais aujourd'hui, comme le disait le maire de Langouette, on a des investissements clairement sur nos exploitations. On est dans l'agriculture, on est sur des cycles longs, des cycles annuels. On ne peut pas changer du jour au lendemain nos méthodes, nos pratiques. Alors certes, avec l'appui technique des chambres d'agriculture ou autres, on va faire évoluer nos pratiques, etc. Mais par contre, le faire en 6 mois, c'est clairement pas possible. Mais voilà, faut nous donner du temps, 5 à 10 ans, et on va évoluer clairement. Mais avec des lois qui sont à contre-courant, clairement, ça va nous empêcher et ça va résigner les agriculteurs à faire des progrès. Joël Labbé, je voudrais vous entendre sur ce que disait à l'instant Emmanuel Ducrot, sur le fait que même les produits utilisés par les agriculteurs bio, et notamment le cuivre, sont aussi extrêmement nocifs et peut-être plus que le glyphosate. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans la caricature. Ce n'est pas l'ensemble des cultures bio qui sont traitées. Maintenant, sur la question du cuivre, métal lourd, c'est vrai. C'est vrai qu'il va falloir trouver des alternatives à un certain nombre de produits, mais il n'y a pas commune mesure entre les pratiques de l'agriculture biologique et les pratiques de c'est moins pire? C'est ce que vous nous dites? Ah bien alors, ça nettement, et je peux l'affirmer. Absolument. Maintenant, à côté de cela, il y a des rendements qui sont moindres. Mais il y a moins de charges. Il y a moins de charges. Et on ne va pas trouver des molécules pour remplacer les molécules. En fait, vous les connaissez bien, c'est le changement de pratique, les rotations longues, le mixte polyculture-élevage sur les territoires, le système de prairies permanentes. Tout cela, c'est vertueux pour le climat, c'est vertueux pour la biodiversité, c'est vertueux aussi pour la santé humaine. Alors, moins de rendement, effectivement, mais pas excessivement moins. N'oublions pas qu'un tiers des productions alimentaires sont gaspillées, d'une part, et qu'à terme, et à court terme maintenant, il va falloir diminuer la quantité de consommation de viande, de protéines animales. Ça, si on veut s'en sortir, il va bien falloir tout cela. Je termine juste un point, parce que vous êtes jeune agriculteur, vous dites qu'il nous faut du temps, 10, 12 ans. En fait, vous n'étiez pas encore en activité, ça fait 10, 15 ans qu'on en parle. Mais le Grenelle de l'environnement, c'est pas hier. On en parlait déjà. Et alors,
j'ose le dire, les GIA, je trouve qu'on travaille plutôt pas mal avec les GIA. Maintenant, les GIA sont sous la tutelle... Les GIA, c'est vous, jeunes agriculteurs. Je trouve que vous êtes trop sous la tutelle de la FNSEA qui est sur des postures en lien avec les firmes, en lien avec tout le système agroalimentaire coopératif. Et ça, il y a un moment, il va bien falloir, dans le cadre du tour de table, vous dites on se met tous autour de la table. Est-ce que tous les syndicats sont autour de la table? Parce qu'il y a au moins un syndicat qui, par rapport à l'utilisation des produits chimiques, a des positions diamétralement opposées aux vôtres. Voilà. Est-ce qu'ils sont associés aux réflexions? Je vous laisse répondre en une minute parce qu'il y a un troisième point que je voudrais aborder. Oui, tout le monde n'est pas associé. Voilà, je vous réponds clairement à la question. On travaille conjointement avec la FNSEA sur ce type de sujet. Mais clairement, voilà, chez nous, chez GIA, on n'a pas tous les moyens financiers pour avoir du personnel compétent justement pour travailler et établir les chartes. Alors, voilà, je vous réponds. Dans ce débat, on voit s'opposer l'exécutif aux élus locaux et c'est pour ça que je vais me tourner vers vous, Daniel Cueff. On a d'un côté le gouvernement qui nous dit en gros il faut y aller petit à petit, il faut du temps. Comme Sibeth Ndiaye sur France Info il y a quelques jours, du jour au lendemain, va-t-on régler le problème d'un claquement de doigts? Évidemment que non. Voilà ce que nous dit la porte-parole du gouvernement qui prône une écologie, je cite, qui permet de faire des transitions. Et puis on a d'un autre côté des élus locaux qui veulent aller plus vite, c'est votre cas, Daniel Cueff, et puis les maires de Paris, de Lille, de Nantes, de Grenoble et de Clermont-Ferrand qui ont décidé d'interdire ou de limiter très fortement l'utilisation de ces pesticides sur leur territoire. C'est le cas de Martine Aubry. Écoutez, elle a donné une interview à nos confrères de Grand Lille TV. Il faut interdire, il faut aller plus loin. Et moi, je pense, pour tout vous dire, d'abord aux zones rurales et aux habitations, dans ces communes où les maires n'ont peut-être pas le poids suffisant pour se faire entendre. Et c'est pour cela qu'avec d'autres maires, avec qui on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire de plus, puisque nous, on l'a interdit pour nous, et le faire ensemble pour dire on n'a pas l'habitude de prendre des arrêtés qui ne sont pas dans la loi, c'est pas notre façon de faire. Mais là, vraiment, il faut y aller, c'est mûr, il faut que le gouvernement agisse. Daniel Cueff, deux questions. Qu'est-ce que ça vous fait d'être soutenu, d'ailleurs, à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau-là des grandes villes? Et est-ce qu'effectivement, vous vous dites aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut forcer le passage? Oui, parce que d'après ce que nous savons, si vous voulez, c'est quand même depuis 1990 que l'État français aurait dû mettre en place les éléments dans la directive européenne de protection des populations. La plus haute juridiction de France, qui est le Conseil d'État, a quand même retoqué le gouvernement sur les dispositifs pesticides en disant vous avez 6 mois, c'est-à-dire jusqu'en janvier prochain, pour revoir la copie et enfin avoir des protections de la population. Donc, ce que je défends, si vous voulez, au niveau de l'État et au niveau du juge, mais je pense que j'aurai raison un jour au niveau du juge, c'est de dire en cas de carence avérée de l'État à appliquer la réglementation, je suis habilité en tant que maire à appliquer cette réglementation, cette constitution qui m'oblige moi aussi maire à respecter le principe de précaution. Et depuis ce matin, si vous voulez, je suis interrogé sur un élément de langage qu'on retrouve chez la FNSEA en permanence, c'est de dire tiens, le bio serait encore plus dangereux, enfin les pesticides bio seraient encore plus dangereux, plus nocifs. Mais oui, vous avez dit plus nocif. Plus nocif. Je parlais du cuivre. Je parlais du cuivre. Qui fait partie des produits. Du cuivre et du soufre. Le cuivre et le soufre. On est dans l'élément de langage. Et on dit oui, la bio, etc. Et on m'interroge, mais pourquoi vous avez pris un arrêté d'interdiction des pesticides de synthèse? Enfin, j'ai pas pris d'interdiction d'arrêter les pesticides de synthèse, j'ai pris une distance d'éloignement des pesticides de synthèse. Et pourquoi vous n'avez pas fait sur la bio? Parce que justement, les agriculteurs bio chez nous, ils utilisent strictement aucun produit, puisque ce sont des vaches laitières. Je vois pas pourquoi j'aurais pris un arrêté concernant un produit qui n'existe pas sur ma commune. Emmanuel Ducrot. Ce que j'aimerais poser sur la table dans ce débat, c'est le fait que penser qu'on a une agriculture bio saine et une agriculture conventionnelle malsaine, c'est malsain. Vous voulez sortir du trop schématique, du trop caricatural. Parce que ce schéma caricatural de pensée sur l'agriculture nous ferme des portes cruciales dans le débat notamment sur le changement climatique. Je vais prendre un exemple. Se priver... Qu'on ait des réflexions globales sur chaque pesticide et qu'on ne néglige pas le fait que ce ne sont pas des produits anodins, ce que je ne dirais jamais, c'est important. Mais par exemple, jeter le bébé l'eau du bain du glyphosate, c'est se priver d'une forme d'agriculture qui est extrêmement vertueuse pour les sols et la biodiversité. Je parle de l'agriculture de conservation des sols, qui est une agriculture qui ne nécessite pas de labour et qui, pour le coup, piège du carbone dans le sol et permet de préserver, de faire en sorte que le sol ne s'en aille pas. Ce que je veux dire par là, c'est... Si on est trop radical et qu'on ne réfléchit pas dans la nuance à ces sujets-là, on va simplement trouver des solutions qui sont absurdes.
et qui finalement ne rendront service à personne. Alors, il nous reste 2 minutes, on va faire réagir Guillaume Cabot et Joël Labbé. Alors moi je voulais réagir. J'ai un exemple concret. Sur la Pointe du Havre, j'ai un agriculteur qui m'a parlé. Il a produit des pommes de terre bio cette année. Il a investi 4 000 € de l'hectare pour mettre en place cette culture. Arrivé à la récolte, les pommes de terre étaient infestées et plein de taupins, ce qui fait qu'elles n'étaient non commercialisables. Donc aujourd'hui, cet agriculteur a vendu ces mêmes pommes de terre à un industriel qui a fait de la floconnerie, amidonnerie, et il a fait un chiffre d'affaires de 600 € de l'hectare. Et aujourd'hui, les pommes de terre n'étaient non commercialisables. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui parlent. Aujourd'hui, avec l'agriculture raisonnée, on a quand même une sécurité sanitaire qu'on offre à nos consommateurs. On est capable de fournir en quantité, en qualité en France. Voilà, chose qui est reconnue et nos consommateurs le savent. Il nous reste 1 minute, Joël Labbé. Il faut donc être dans la nuance parce qu'il y a aussi des cas concrets comme celui que vient de raconter Guillaume Cabot. Oui, effectivement, il y a des cas concrets, mais des pertes de récolte, ça arrive lorsqu'on est en prise de risque, mais on sera à l'avenir forcément en prise de risque. On va devoir travailler sur d'autres variétés plus rustiques, plus adaptées au terroir. Il faut savoir que sur le budget de l'INRA, il y a 2 ans, c'était seulement 10% qui était consacré à l'agriculture biologique. Alors, dire que l'agriculture biologique, c'est pas l'avenir. Maintenant, à l'inverse, les agriculteurs bio demandent à ce qu'il y ait des distances pour que leur production labellisée ne soit pas contaminée. Vous êtes d'accord là-dessus? Et on doit s'arrêter là. Pardon. Non, mais je vous laissais terminer votre phrase tout de même. Il y a un moment où véritablement il faut qu'on se mette autour de la table. On avait une occasion qui a été une occasion manquée. Ça a été le débat sur les Galim. Voilà. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur des sujets, ma foi, très complexes. Demain, 7h30, vous retrouvez Bonjour chez vous. Oriane Mancini reçoit Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Très bonne soirée sur Public Sénat.